Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à toutes, bonjour à tous, il est enfin là, c'est le bilan de fin de saison F1 2022 et pour m'accompagner ce soir, Pierre Meslay, salut Pierre. Salut à tous. Et Thomas Felizardo, salut Thomas. Salut Clément, salut Pierre et salut à tous. Je dis ce soir parce qu'il y a beaucoup plus de risques que vous nous écoutiez le soir, il fait nuit à 16h30 donc au moins c'est le soir pour tout le monde quasiment, à part si vous écoutez ça à midi et dans ce cas-là, bonjour les chômeurs. Ambiance mais si film on va d'horreur. faire... Bien sûr, on va faire le bilan de cette saison 2022 équipe par équipe si vous voulez bien, en remontant du bonnet d'âne, c'est-à-dire Williams, jusqu'au champion du monde Red Bull. Mais avant ça, je voulais vous demander très vite fait, est-ce que parmi les circuits qu'on a vus cette année, il y a eu des choses qui vous ont plu, des choses qui vous attristent qu'on ne reverra pas, par exemple le Grand Prix de France, cette nouvelle course à Miami. Qu'est-ce qui vous a plu de façon générale cette année? Je ne sais pas lequel de vous veut commencer. Thomas, vas-y. C'est difficile de répondre dans le sens où on a une saison qui a été très diluée, avec beaucoup de choses, énormément de Grands Prix, donc 22 Grands Prix plus 6 sprints cette année, si je dis pas de bêtises. Trois sprints. 3 sprints, pardon, c'est l'année prochaine qu'il y en aura 6. C'est l'année prochaine, les 6. Non, pas forcément de nouvelles. L'Arabie Saoudite a quand même confirmé qu'on pouvait y voir des belles courses assez intéressantes. Monaco a confirmé son statut qu'il a depuis maintenant 10 ans, qui est quasiment inintéressant. Surtout avec ces F1 encore plus larges. Là, Exactement, ouais, les F1 accélèrent l'effet. Pas forcément de surprise. On a confirmé qu'Abu Dhabi c'est une purge et ça sera toujours une purge, que Sao Paulo est un des meilleurs circuits du monde et qu'il faut finir la saison à Sao Paulo. À part ça, pas vraiment de surprise cette année. Ça a fait du bien de retrouver le Japon évidemment et Singapour. Mais non, pas vraiment de surprise de mon côté. Tiens, d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus, puisque tu parlais d'Abu Dhabi. On est d'accord que si on reste pour finir la saison de F1 au Moyen-Orient, c'est le pire des 3 circuits actuels pour finir une saison. Oui, clairement, oui. C'est sûr qu'une fin de saison à Jeddah, ça aurait de la gueule. Ouais. Même à Bahreïn, on peut voir des belles courses, un circuit large et assez sympathique par endroit, alors que Yas Marina, à chaque fois on remonte à 2012 pour une grande course, mais à part ça, on a plus... À la limite, Bahreïn a acquis son statut de premier Grand Prix de la saison. Autant j'étais attristé que ça ne soit plus l'Australie. Mais moi, je suis toujours attristé. Je le suis toujours, mais si tu veux, je m'y suis fait et je trouve que Bahreïn reste assez légitime là-dessus. C'est mieux que Miami ou c'est mieux que un circuit un peu à la con. Et tu sais où on va en fin de saison d'ici 3 ans, hein, c'est Las Vegas. Hein, ouais, ça m'attriste beaucoup, mais voilà. J'ai hâte d'avoir le clash entre la finale de NASCAR et la finale de F1 à Las Vegas. On sait pour qui les Américains vont pencher. Chase Elliott versus Max Verstappen, qui sera champion? Je vous laisse deviner. Pierre, est-ce qu'il y a des choses dans cette saison de F1 au niveau des Grands Prix qui t'ont plu, qui t'ont déplu, ou est-ce que tu as été très indifférent par rapport à ces nombreux Grands Prix? Saison longue, j'étais très content de retrouver l'Australie. La nouvelle piste me plaît beaucoup, avec cette longue pleine charge où avant on avait cette espèce de chicane qui coupait un peu l'élan. Là c'était quand même assez sympa à voir. Très content de retrouver également certains grands prix asiatiques. Donc notamment Singapour, qui certes nous a offert une course un peu bizarre, mais je pense que sur le sec on se serait un petit peu emmerdé. Le Japon, avec une direction de course un petit peu mieux, je pense qu'on aurait vraiment pu s'éclater. Après, pour moi, la grosse déception, c'est Imola. J'ai pas spécialement aimé, c'est-à-dire c'était bien, mais avec les F1 2022 et les zones DRS, très peu de dépassements. Il y avait les conditions qui jouaient, Pierre. On avait une seule ligne sèche. Le sprint était presque un petit peu plus intéressant parce qu'en course, on n'avait qu'une seule ligne sèche et on a vu Hamilton rester derrière, je crois, Gasly ou Tsunoda, en tout cas une des deux AlphaTauri. C'était très compliqué de doubler à cause des conditions. Ça, d'accord. Ok. Et pour moi, la grosse déception, qui était en même temps la nouveauté, c'est Miami. J'ai pas eu l'impression qu'il s'est passé grand-chose. On avait une belle marina.
Ouais, qui était factice, mais bon, à part ça allait. Je n'ai même pas dans les top 3 des Marinas du championnat. Hein. Voilà. Et pourtant, il y en a que 4. Hein, donc non, après, pour moi, la course, enfin vraiment, qui a été très très intéressante, où j'ai pris énormément de plaisir, c'est Sao Paulo. On y revient toujours. Voilà, enfin, je rejoins Thomas. Oui, ça devrait clôturer. Oui, ça peut clôturer le championnat. Maintenant, si on parle au niveau calendrier, je ne comprends pas la logique de faire Arabie Saoudite, 15 jours plus tard, Australie, 15 jours plus tard, on revient en Émilie-Romagne. 15 jours plus tard, on part à Miami et hop, après, on fait la tournée européenne. Pour moi, on en a déjà parlé, mais oui, c'est illogique. Pour moi, c'est Miami ensemble, mais oui. Ça, on en a déjà parlé, mais malheureusement, on va pas dans ce sens-là et c'est bien dommage. Et on a juste une dernière chose, on a beaucoup fustigé les courses sprint. On s'est un peu, voire beaucoup emmerdé, sauf celle de Sao Paulo. Mais encore une fois, on y revient au même principe, c'est que le circuit est magnifique, mais oui, celle d'Émilie-Romagne et celle de... Et il se prête vraiment à l'exploitation du plein potentiel de ces monoplaces. Et selon moi, quelles que soient les conditions, c'est-à-dire on est sur une piste qui est quand même assez large, où même si les conditions viennent à se gâter, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Ah, c'est sûr qu'en Azerbaïdjan, on va moins se marrer. Hein. Mais on en parlera pour 2023. Du coup, commençons par Williams, messieurs, qui quand même est la seule écurie qui a 3 pilotes qui ont scoré pour elle, et pourtant seulement 8 points de scoré cette année par Williams. On en a eu 2 pour Nyck de Vries, 2 pour Nicolas Latifi et 4 pour Alex Albon. Je vais te laisser commencer, Pierre, mais on a vu le retour d'Alex Albon qui n'avait qu'une seule mission, c'était écraser Latifi. Il l'a globalement fait. Latifi qui s'est même fait écraser par Nyck de Vries. Finalement, c'était une année de transition pour Williams avant de retourner vers un duo beaucoup plus dynamique et un Alex Albon qui s'érige comme leader de ce team britannique. Oui, alors Albon revenait après un an en tant que réserviste, il me semble. Au niveau de Williams, on les attendait au tournant parce que généralement, qui dit changement de réglementation dit que généralement ils gèrent quand même assez bien. J'en veux pour preuve 2014 et même 2015 a été un petit peu dans la continuité. On les a vus capables de se battre pour, on va dire, les portes du top 10 assez tôt dans la saison. Sur le premier tiers, c'est là où ils marquent quasiment un tiers de leurs points. Je reviens sur le pari super osé d'Albon. C'était en Australie où il me semble qu'il fait quelques tours. Après, il met les durs et il les emmène jusqu'au bout. L'inverse, il me semble. Non, il garde ses pneus jusqu'à l'avant-dernier tour. Jusqu'à l'avant-dernier tour. Ouais, ça, je trouvais que c'était couillu et bravo à lui parce que c'est un pari stratégique. J'ai adoré la prestation de Vries. Alors, c'était le bon moment, c'était sur le bon circuit. Peut-être que s'il avait dû faire un remplacement, je sais pas moi, 15 jours plus tôt ou une semaine avant, soit à Singapour, soit à Zandvoort, je pense pas qu'il aurait été aussi étincelant. Mais il a su saisir son opportunité et il a massacré son coéquipier. Et ça lui permet d'avoir un baquet pour la saison à venir. Mais bon, globalement, une voiture qui n'a pas vraiment, j'ai l'impression, évolué, ou alors ils ont fait venir des Evo, mais ça n'a pas vraiment fonctionné. Et une écurie Williams qui continue à faire un peu pitié, quoi. C'est-à-dire, alors oui, ils sont remontés par rapport à l'année dernière, mais derrière, ils sont retombés dans les profondeurs. C'est-à-dire, tu prends à partir de la Belgique, qui est le 14e rendez-vous jusqu'au dernier, il y a 5 points de marqués.
Et les derniers points avant, c'était de mémoire à Miami. Donc entre Miami et la Belgique, il s'était pas passé grand-chose. Ouais, absolument. Ouais. Thomas, sur Williams. Et Pierre, je te trouve un petit peu dur avec Williams. Alors, quelque part, on n'en attendait rien. Mais je trouve que c'est un bon pas par avant. Ils sont toujours nettement derniers en termes de performance. Ils ont été constamment les derniers. Mais on les voyait quand même fréquemment se battre, on va dire, pour la 12e, 13e position, à peu près. Et je trouve que c'est une grosse progression par rapport aux Williams de 2018 à... Allez, je vais aller jusqu'à 2021. 2021, on a eu deux courses très particulières pour Williams avec coup sur coup la Hongrie puis la Belgique où les conditions ont largement profité à Williams, mais sur le reste de la saison c'était très médiocre malgré un top pilote. Après c'était pas la pire écurie l'année dernière, il y avait Haas qui était encore plus pitoyable sur Oui, 2021. ouais, enfin c'était un combat d'infirme, hein, mais Ah bien sûr, c'était qui entre l'unijambiste et l'aveugle allait gagner, quoi. Mais non, là-dessus je trouve qu'ils ont quand même progressé en termes de perf. Relativement au meilleur, on va dire. Ils ont quand même progressé. Je trouve qu'ils ont marqué des points plus fréquemment qu'avant, même s'il y a une grosse période de creux. Mais on a eu en fait toute cette partie là de Miami jusqu'à la Hongrie. C'était quand même une partie de saison très agitée où il se passait beaucoup de choses et où surtout dans le midfield, on en parlera après, c'était souvent un coup à toi, un coup à moi. Il n'y avait jamais la même écurie qui était devant et donc c'était difficile pour une petite équipe, en tout cas pour une équipe derrière comme ça, de performer. Non, Pierre, je te trouve un petit peu dur parce que je trouve que c'est encourageant. On a l'impression que l'arrivée de Darlington puis de Yost Capito à la tête de l'équipe fait en sorte que techniquement ça progresse, d'un point de vue des perfs ça progresse, et je pense que leur plus gros problème cette année c'était Latifi, puisque comme tu l'as dit très justement, Albon l'a quand même éclaté, même si Albon a marqué que 3 fois des points. En termes de perf, il y avait jamais match. Albon n'a pas toujours eu de chance non plus. De Vries a marqué autant de points que lui alors qu'il a fait qu'une course. Certes, peut-être la meilleure pour une Williams, enfin en tout cas la meilleure occasion pour Williams de marquer des points, mais n'empêche qu'il l'a fait et il était largement devant Latifi. Donc je pense que voilà, il était là leur plus gros problème, et j'espère que Louis nous a énormément vendu Logan Sargent en interne. Donc j'ai espoir dans ce petit jeune pour l'année prochaine, et j'espère que côté d'Albon, qui est revenu d'une saison où il n'a pas couru, pour ainsi dire, un petit peu de DTM mais c'est tout, Albon a fait une très belle prestation, et j'espère que l'année prochaine il sera un très bon leader d'équipe avec Logan Sargent à ses côtés. Mais moi je les trouve encourageants. Je veux pas les accabler. Et surtout qu'Albon va connaître la même chose qu'Esteban Ocon, c'est-à-dire la première saison effectivement t'es un peu rouillé, mais la deuxième saison ça va déjà beaucoup mieux. Et oui, on a vu que Nicolas Latifi, des 22 pilotes qui ont pris le volant cette saison, il était clairement en dessous des 21 autres, mais un cran en dessous complètement. C'est clair. Même Nico Hülkenberg lors de sa pige, alors que Nico Hülkenberg n'avait pas fait de F1 depuis 2 ans, a réussi à rivaliser, voire dépasser Nicolas Latifi. C'est le seul qui en termes de rythme de qualif est au-dessus des 103% sur la saison, Nicolas Latifi quand même. Et tu l'as dit, Nick De Vries arrive sur une course, même si elle est favorable, lui marque des points et pas Latifi, et Latifi marque des points lors d'un Grand Prix qui est rocambolesque au Japon, comme le disait tout à l'heure Pierre. Après, moi je reste quand même Williams, c'est la seule écurie que je voyais pas accrocher des Q3 qui n'avait pas la possibilité d'accrocher des Q3, je trouvais, à la régulière, contrairement aux autres qui ont eu, tu l'as dit, un coup à toi, un coup à moi, mais qui avaient parfois la performance. Et donc je veux voir ce que ça a donné par la suite. Peut-être que les capitaux qui arrivent, de l'argent frais plus un duo de pilotes performants vont permettre de relever, mais sur cette saison 2022, moi je suis un peu d'accord avec Pierre, je reste un peu sur ma faim quand même par rapport à Williams. Il faut quand même se rappeler d'où il venait là, sur 2018 à 2020. Bien sûr. Il y avait quasiment rien. Il y avait 3 saisons, je crois, donc c'était très mauvais. Ceci dit, Clément, tu soulignes un point très important, c'est-à-dire les capitaux arrivent, et pour reprendre Thomas, on peut faire confiance à Yost. Je l'ai vu avec très loin, celle-là. Ouais, pareil, là, quand il a commencé sur les capitaux, nous le savions, nous sachons. L'écurie qui a terminé avant-dernière cette saison, ou 9ème, disons dans ce sens-là, soyons optimistes, c'est AlphaTauri et son duo Yuki Tsunoda et Pierre Gasly qui finit 14ème de la saison, Yuki Tsunoda qui termine 17ème. Et alors, bon, sur Williams, on n'était pas tous d'accord sur le fait que c'était une déception. Est-ce qu'on peut tous être d'accord
je vais te laisser commencer Thomas, sur le fait que AlphaTauri c'est une déception et que clairement par rapport à ce qu'ils étaient avec l'ancienne réglementation, notamment en 2021 avec le niveau de Pierre Gasly, cette année ça n'a pas du tout été le cas. Ouais, je suis complètement d'accord. La voiture était complètement ratée. C'était une grosse déception. Je pense qu'on pouvait avoir de l'espoir. Il me semble qu'il y a eu une partie de la saison où il faisait partie des têtes d'affiche du milieu de tableau, on va dire, avec Alpine, McLaren et Alpha. Et même As, on en parlera juste après, mais ça s'est changé assez souvent la tête du peloton. Et vers la mi-saison, il me semble vers Silverstone, où les deux Alphas se sont accrochés d'ailleurs, on n'a plus rien vu à partir de là. La voiture était dans les choux, Gasly a jamais réussi à l'exploiter, Tsunoda est revenu dans tous ses travers en faisant des sorties de piste en qualif, en insultant tout le monde, en faisant des performances médiocres, en accrochant son équipier encore une fois à Silverstone. Donc il n'y a pas grand chose à dire, c'est largement décevant. Là il faut vraiment qu'il redresse la barre. Après on dit que c'est décevant, ils sont qu'à 20 points de la 6ème place, ce qui reste pas énorme avec le barème actuel. Ça montre que le milieu de field était assez serré, mais ouais, je pense que là ils ont marqué le pas. On les attendait au moins au niveau d'Aston, je pense, d'un point de vue comptable. Mais tu dis qu'au niveau comptable, effectivement, ils n'étaient pas loin. En termes de Par contre, en termes de perf, oui, il n'y avait rien. Voilà, c'est ça. C'est autant en termes de rythme en qualif, alors on peut se dire, oui, ils sont 7e sur la saison, ils ont As et Aston Martin derrière eux, mais l'année dernière, c'était clairement beaucoup plus haut que ça. Et leur qualif leur permettait de faire des courses qui étaient assez bonnes. Là, ils avaient un rythme en qualif qui était juste très légèrement supérieur à As et Aston Martin, et on savait que leur rythme en course était bien inférieur. Donc ils auraient dû avoir des qualifs encore plus rapides pour se permettre de compenser leur retard en course par rapport à ces deux écuries-là. Ouais, oui, mais je pense que ça fait partie des écuries qui ont raté le changement de réglementation. Ah oui, c'est peut-être même l'écurie qui a le plus raté je suis d'accord, c'est le plus gros downgrade depuis l'année dernière. Pierre. En vrai, alors déception, je pense que ça là-dessus, on est tous d'accord. Il y a pas match. Après, moi j'ai trouvé un Tsunoda un peu plus posé. On l'a un petit peu souligné en début de saison. Je sais pas si je l'aurais osé celle-là, mais. Oui, non, mais d'une certaine façon, qui faisait match avec Gasly, c'est-à-dire qui arrivait à tenir à peu près son rang aussi bien en qualif qu'en course. Oui, en termes de perf, effectivement, là, je suis d'accord avec toi, c'était moins ridicule. En termes de perf, il était globalement plus proche, voire des fois devant que par rapport à Gasly. Ouais. T'as tout à fait raison. Après, je pense que ce qui a un petit peu freiné peut-être les ardeurs de Gasly, c'est à un moment donné, désolé, hein, mais l'acharnement de la FIA vis-à-vis de lui. Il y a des situations où c'était peut-être un peu de sa faute, d'autres où c'était pas complètement de sa faute et il a mangé, de mon point de vue, injustement. Où du coup ça entraînait des points retirés sur sa super licence et ça le mettait dans une situation un peu compliquée. Donc je pense que sur peut-être le dernier quart de la saison, je pense que le Japon l'a un petit peu échaudé. En plus, il était en partance pour Alpine. Donc je pense qu'on n'a pas vu forcément un Pierre Gasly au top du top sur les 4 dernières courses. Maintenant, sur l'ensemble de la saison, je pense qu'il a essayé de tirer le meilleur parti de sa charrette. Désolé, mais je pense que c'est un petit peu ce qu'on peut dire quand une voiture est complètement ratée, qu'il y a des apports, il y a des évolutions, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Et je pense qu'on est en droit d'attendre beaucoup mieux de leur part en 2023 quand on voit ce que l'écurie mère est capable de faire. Ouais, c'est pas les mêmes budgets, c'est pas les mêmes talents Bien non sûr. plus. Après oui, il y a toujours des équipes qui vont réussir les changements de réglementation et pas d'autres. Par contre, je pense que, comme tu l'as dit, Gasly, on le sentait au bout de sa page Red Bull, de son histoire dans la famille Red Bull, et ça s'est clairement senti, il fallait qu'il change d'environnement. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, et ça...
entre ça et Yuki Tsunoda qui au début de saison avait un peu changé son comportement depuis son installation en Italie et qui a retombé dans ses travers, je trouvais qu'il y avait une ambiance assez maussade, voire un peu délétère par moment dans cette structure italienne. J'ai hâte de faire le preview de 2023 pour AlphaTauri. Ah ça, oui. De toute façon, les écuries d'Helmut Marko, on a toujours hâte. Le management, c'est toujours très rigolo. Et toujours du bon œil. Bien sûr. Là aussi, on l'a vu venir, Pierre. Pas lui, par contre. En 8e position, nous avons Haas, les Américains qui étaient complètement à la cave l'an dernier, qui se sont retrouvés en début de saison avec un changement de pilote de dernière minute pour cause de guerre en Ukraine, qui ont dû récupérer au pied levé un Kevin Magnussen qui était supersonique sur ce début de saison. Une écurie Haas qui du coup a fait un très bon début de saison, qui est un peu rentré dans le rang pour finalement revenir. Tu parlais tout à l'heure, Thomas, de vagues durant la saison pour ces écuries du midfield. C'est la première à faire ça, Haas. Qu'est-ce qu'on pense de la saison de Haas ? Est-ce qu'on est content de ce début de saison et du fait d'être sorti du marasme de l'an dernier ? Est-ce qu'on est quand même un petit peu sur notre fin avec ce management de Mick Schumacher, avec ses périodes de creux ? Qu'est-ce qu'on fait comme bilan pour Günther Steiner ? Je te laisse commencer, Pierre, sur Haas. Alors par rapport aux dernières saisons, il termine avec 37 points. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Haas à pareille fête. Ça, c'est la première chose. Ils ont très bien négocié le virage 2022. Je pense que c'est un virage qui a été même entamé, on va dire, ils ont été dans les premiers à l'entamer. C'était bien vu. Le moteur Ferrari a montré qu'il faisait le job, là où les années précédentes, ça pêchait peut-être un petit peu. On a vu, autant l'année dernière, bon, il n'y avait pas vraiment match, parce que entre Schumacher et Mazepin, compte tenu des poubelles qu'ils avaient, bon, voilà. Et bon, Mazepin restait Mazepin, malgré tout. Là, il cachait le niveau de Latifi l'an dernier, d'ailleurs, Mazepin. Voilà. Mais là, Schumacher avait l'occasion de se confronter à un pilote qui avait du bagou, qui avait déjà de l'expérience en F1, qui revenait en F1 et qui a été performant tout de suite. Moi, ça m'a bluffé. Alors bon, même si c'est les essais hivernaux, il m'a quand même bluffé en claquant le meilleur temps d'une journée. Et puis derrière, sur le premier tiers de la saison, Magnussen était clairement devant. Et pour moi, cette saison, c'est quand même une réussite. Ils décrochent leur première pole à Sao Paulo. Alors, il y avait des conditions un peu particulières, mais quand même, ils étaient là au bon endroit au bon moment. Malheureusement, c'est Magnussen qui était là au bon endroit au bon moment. Même si Schumacher derrière a tenté de se rattraper, il avait du rythme, mais le mal était déjà fait. Je pense qu'il a souffert de la comparaison face à Magnussen. Je pense qu'il a souffert encore une fois de son nom, même si ça n'excuse pas tout. Il a pas mal froissé de tôle. Souffert de son nom, ça aussi c'est un autre débat, mais quand même, si Mick Schumacher est en F1, c'est aussi grâce à son nom. Donc, bien sûr. Lui qui souffre de son nom, mais sans son nom, peut-être qu'il serait jamais arrivé en F1, la mimique. Peut-être pas, mais c'est un nom qui est porteur, tu vois. C'est comme quand, j'en sais rien, en NASCAR, tu t'appelles Earnhardt, ou quand tu t'appelles Elliott. T'as pas forcément la même attente quand tu t'appelles Chase Elliott que j'en sais rien, Ty Dillon par exemple. Comment dire, il y a eu pas mal de tôles de froissés. Je pense que des fois il a surpiloté, mais par contre, dernier point, je pense que Haas ne l'a pas forcément toujours bien desservi au niveau des stratégies. Et ça a causé, je pense, en partie sa perte. Sur des courses où il était au niveau de Magnussen, la stratégie ne suivait pas. Et là où il pouvait peut-être jouer peut-être la P10, il finissait P13, P14.
parce qu'il y avait des choix trop hasardeux, ou alors il était sur un truc complètement ubuesque qui était voué à l'échec. Thomas sur As. Ouais, bah, globalement assez d'accord déjà sur le fait que le retour de Magnussen des Bahreïn était très 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 impressionnant. Je pense qu'on ne le voyait pas à ce niveau-là. Assez d'accord aussi sur le fait que Schumacher a pas été aidé sur la saison avec les stratégies. Là où je suis un petit peu moins d'accord, c'est que pour Schumacher, c'était une deuxième année d'apprentissage parce qu'on rechangeait les voitures. L'année dernière, il avait une voiture qui était pas du tout finie, qui était nulle part, qui était n'importe quoi. Et cette année, il arrive dans une voiture qui est un petit peu plus sérieuse, donc encore un autre niveau de performance par rapport aux autres. Et donc je pense qu'il a dû réapprendre tout ça. Donc je vais pas dire que c'était une deuxième saison de rookie, mais pas loin. Et on a été assez indulgent avec Tsunoda, je pense, pour pas trop charger la mule à Mick Schumacher. Dans le même temps, donc comme je le disais, il réapprenait au début de saison, et à mesure que lui apprenait, As perdait en rythme. Et je trouve que sur la deuxième moitié de saison, dès la France ou la Hongrie, même on va dire dès qu'il a marqué ses premiers points en Grande-Bretagne, je l'ai trouvé au moins au niveau de Magnussen, voire devant, très légèrement, mais en tout cas les deux étaient largement équivalents sur la deuxième moitié de saison, ou en tout cas à partir de la Grande-Bretagne. Donc je trouve assez dur le traitement qu'a eu As envers Mick Schumacher, encore une fois aussi, vu les stratégies qui lui ont été données parfois. On se rappelle du Japon, entre autres. Mais donc, pas forcément surpris par son éviction, puisque c'était couru, c'était dans l'air du temps. Mais un peu dur quand même, et je trouve que Mick Schumacher n'a pas démérité. As, si, je les ai trouvés très décevants finalement sur le global de la saison, vu comme ils étaient partis. On aurait pu s'attendre à bien mieux. On aurait pu s'attendre à les voir jouer au moins avec Alfa Romeo. Mais globalement, c'est peut-être une caractéristique qu'on pourra reprocher à toutes les écuries motorisées par Ferrari, c'est d'avoir commencé très très fort et d'avoir été très impressionnante et d'avoir marqué le pas très vite quelque part autour du Grand Prix de France. Et pour continuer sur ce démarrage fort de As, d'ailleurs, il y a un parallèle à faire avec la réglementation précédente, c'est que As a démarré très fort la réglementation 2017-2021. C'est vrai. Avec une très bonne première saison, a fait une excellente deuxième saison, qui est la meilleure de leur histoire en 2018. Et après, 2019, c'est une saison qui est beaucoup moins bonne. 2020, c'est encore moins bon. Et 2021, c'est le fond du fond. Et je pense qu'entre ça, et tu l'as dit, le management de Mick Schumacher, alors moi, je ne suis pas du tout un fan de Mick Schumacher, mais son management, je l'ai trouvé absolument affreux. Je pense que tout ça mélangé, il faudrait se poser la question sur la place de Günther Steiner en F1. Tout à fait. C'est un mec qui a connu quand même plus d'échecs que de réussites, qui n'a jamais réussi à développer cette dynamique avec As et le duo Grosjean-Magnussen après 2018. L'atmosphère dans le Team As a souvent été toxique avec Grosjean et Magnussen qui par ailleurs n'ont pas forcément été des mauvais gars, puisque Grosjean a été apprécié avant et après, et que Magnussen est parti faire de l'endurance, et il y a très peu de pilotes cons qui vont faire de l'endurance, parce que c'est quand même, ça t'apprend l'humilité et le partage de la voiture. Donc je me pose la question quand même sur Günther Steiner. On l'a beaucoup aimé l'an dernier par rapport à sa gestion de Mazepin qui était délicate. En début d'année aussi, il était très souriant, mais là, au fur et à mesure de la saison, c'était plus compliqué. Et puis quand il a fallu trouver un coupable, il a trouvé Mick Schumacher, qui est pas exempt de tout reproche, mais c'est un peu une soupape de sécurité, sauf que l'an prochain, tu feras quoi ? T'as un duo Magnussen-Hülkenberg qui, alors peut-être que les choses sont aplanies, mais qui sont pas les meilleurs amis du monde. Mais il y aura deux polemen dans l'équipe. Non, voilà, c'est ça. Et un podiumiste parmi les deux. C'est vrai. mais un podium à deux, c'est pas loin. C'est... Avec 20 ans cumulés en F1. Bon. C'est surtout ça le problème. mais donc voilà, c'est surtout moi, c'est ce que je me pose comme question pour la suite. S'il recule, comme tu disais juste avant, s'il recule à partir de là, ils sont mal barrés. En fait, le truc, c'est que tu vois, je me dis, de toutes les autres écuries dont on va faire le bilan et dont on a déjà fait le bilan avec AlphaTauri et Williams, toutes ont les capacités financières et techniques pour avancer. Je suis tout à fait je les vois pas. Ouais, tout à fait d'accord. Donc ça me fait très peur pour la suite, mais bon, on verra en 2023. Peut-être qu'un autre manager italien serait sur le marché pour le remplacer. Ça, on va en reparler tout à l'heure de ça. Ne rigole pas trop vite. En parlant d'écurie qui a des grosses capacités financières et qui pourrait mettre un coup de collier dans les années à venir,
Parlons d'Aston Martin quand même qui termine 7ème avec 55 points, à égalité avec Alfa Romeo, nous dirons-nous, dont on parlera juste après, mais derrière au classement, un peu moins dessous dans la banque donc. Thomas, vu que tu as terminé, je te laisse commencer. Qu'est-ce qu'on pense de cette saison d'Aston Martin ? Qu'est-ce qu'on pense de la retraite de Sébastien Vettel qu'on a vu venir et qui était par moments pas forcément très impliqué dans le développement de la voiture puisque c'était sa dernière saison, d'un Lance Stroll qui même moi qui l'ai défendu pendant des années, là, cette année c'était beaucoup plus difficile de le défendre, il y a eu beaucoup d'erreurs de Lance Stroll. Je sais pas ce qu'on pense de cette écurie Aston Martin et de son potentiel réel. C'est assez difficile de les dissocier d'Alpha, dans le sens où ils ont des saisons complètement opposées, puisque Alpha a commencé très très fort et a très très mal fini, alors qu'Aston c'était le contraire. En début de saison, on les pensait presque derrière Williams, et finalement ils ont réussi à remonter très nettement avec des belles prestations en fin de saison et beaucoup de top 10, et parfois devant McLaren, j'ose le dire. Sur le cas Vettel, je suis pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il est assez pro pour avoir été impliqué jusqu'au bout. J'ai l'impression que c'est une écurie qu'il a vraiment aimé, dans laquelle il s'est senti investi. Quand je dis pas impliqué, c'est-à-dire qu'il a été impliqué dans la vie de l'écurie, tu vois. Ouais, mais je pense que même sur le développement de la voiture de l'année prochaine, je le sens impliqué. Pour moi, vu le personnage, vu la façon dont il s'est comporté, je le vois pas quitter le navire comme ça. Et je pense que de toute façon, il était le seul à avoir un retour technique positif chez Aston Martin. Puisque Lance Stroll, même si quelque part il a fait des belles prestations avec quelques très beaux départs, bon, c'est facile à faire des beaux départs quand tu te qualifies 18ème, mais il a quand même fait des beaux débuts. Et puis on sait que c'est un pilote doué qui peut faire des bonnes prestations, mais maintenant il a 6 saisons en F1, c'est pas ce qu'on demande maintenant, quoi. Trop souvent il débranche le cerveau, il y a eu trop d'accrochages. Dont celui aux États-Unis, au secours. Voilà, exactement. Et on en reparlera un peu plus tard dans l'année. Mais le fait qu'Alonso ne dise rien en ce moment, ça en dit très très long sur l'année prochaine. Mais voilà, je pense que Lance Stroll, il a ça. Et pour paraphraser Laurent Frédéric Bollet dans le podcast Green White Checkered avec Maxime Potard, Lance Stroll, je vais essayer de le paraphraser en restant techniquement correct. C'est pas forcément le pilote qui dégage le plus grand savoir-faire. Je vais le dire comme ça. Quand tu l'entends en interview, bah il fait les grosses lèvres, il se dit bon bah voilà, et puis c'est tout. Il n'y a pas vraiment de réponse. On n'a pas l'impression qu'il apprend, il a jamais rien à dire. On a presque, je crois que c'est toi qui l'avais dit ça, mais on a l'impression qu'il s'en fout d'être là et qu'il est là pour faire plaisir à papa. J'ai l'impression. Il n'est pas foncièrement mauvais, c'est un bon pilote, mais juste il est là parce que son père veut le mettre là, quoi. C'est un bon pilote, mais je reste d'avis que cette année 2022 était peut-être l'année, toute discipline confondue, en sport auto, avec le plateau le plus élevé, le plus relevé, et Lance Stroll était dans les deux derniers avec Latifi. Je crois que les Canadiens n'étaient pas à la fête cette année. Et Lance Stroll, même si effectivement c'est pas un mauvais pilote, je pense qu'il était dans les deux moins bons cette année parce que le plateau était vraiment très relevé. Et mais pas pour les mêmes raisons que Latifi, tu vois. Pas pour les mêmes raisons, non, tout à fait. Latifi a pas le talent mais a l'envie. Lance Stroll a le talent mais pas l'envie. C'est exactement ça, faudrait combiner les deux. Si t'en prends un qui a pas le talent et pas l'envie, ça te fait un Yardo Trulli. Ça fait Rianto. Je serais pas allé jusque là. Mais non, ouais. Par contre, bon bah dommage pour Vettel qui a eu la niaque. On a retrouvé, je vais pas dire qu'on a retrouvé le Vettel des grandes années Red Bull parce que cette fois-ci il était adorable, il n'était pas détestable, mais c'est un pilote qu'on a aimé voir en piste encore sur la fin d'année, qui avait l'air très humain, qui avait l'air engagé, mais surtout qui avait l'air libéré d'un certain poids. Et je crois que il peut être fier de sa carrière et il repart la tête haute, et surtout il était content de ses dernières saisons, je pense. En tout cas les deux avec Aston Martin. Mais c'est quand même dommage de le voir partir alors qu'il fait presque ses meilleures saisons, en tout cas ses meilleures courses de ces 3 ou 4 dernières années. Pierre. Moi je le disais en off, j'étais très inquiet pour Aston Martin en début de saison. Ils ont bien surdressé la barre. Alors il y a eu cette affaire au niveau de l'aileron arrière de l'Aston Martin. Où ils ont un concept de mémoire qui risque d'être un peu copié. Non, le concept est annulé, c'est interdit pour l'année prochaine, ça va à l'encontre de l'esprit. Heureusement. Ouais, heureusement d'ailleurs. Par contre, l'Aston Martin, on va dire version B, ressemblait beaucoup à la Red Bull.
Donc, est-ce que ils ont utilisé la même technique des photos, je sais pas trop quoi, pour remodeler une Red Bull verte, on va dire. Ça, j'en sais rien. En tout Mais cas, ça montre un truc, c'est que cette Evo-là, elle a été introduite, je crois, en Espagne. Et ça ouais, montre que copier sans réfléchir et sans comprendre la philosophie qui est derrière, ça ne marche pas. Puisqu'il leur a fallu quand même une dizaine de grands prix derrière pour c'est ça. redresser la barre. Donc, mais bon, au final, ça a payé. Tu l'as dit, il a fallu du temps. Moi, j'ai trouvé un Vettel en début de saison dans la continuité de ce qu'il nous avait offert en 2020 et en 2021. Et puis, quand la voiture a commencé doucement à fonctionner, et surtout dès qu'il a annoncé son départ en retraite, on l'a senti mais libéré. Mm. Mais voilà, il savait qu'il n'y avait plus d'enjeu. Le seul enjeu, c'était qu'il se fasse plaisir. Et moi, j'ai retrouvé presque le Vettel de 2009-2010, par là. Euh, Peut-être avec une pointe de vitesse en moins, mais très agressif, qui savait dépasser, chose qu'on lui a énormément reproché par le passé, où c'était un très très bon leader, c'est-à-dire il était parfaitement capable de partir premier et de finir premier. Par contre, dans le trafic, il valait rien. Bah là, il a offert de belles résistances. Il a su être audacieux quand fallait être audacieux sans que ça se finisse en carton. Euh, et à l'inverse, je peux pas dire la même chose du voisin de garage. Alors il y a la manœuvre avec Alonso, euh, c'est à Austin où bon, c'est un petit peu discutable, mais derrière il y a des manœuvres, il y a des Non, mais manœuvres il y en a eu d'autres, hein. de Lance Stroll qui sont inqualifiables, qui restent dangereuses et On peut se rappeler où de la qualif en Australie en tout début de saison en Q1 avec la Williams, là, où il l'empale oui, alors qu'on est en Q1 qu'il l'a rien demandé. Enfin, il y en a eu un paquet c'est de ça. la part de Lance Stroll, quoi. C'est ça. Et là où je vous rejoins, c'est il apprend pas vraiment quoi. Donc pour ne pas dire pas du tout. Un jour, les coups de volant un peu intempestifs, ça risque de mal finir. Et je trouve que c'est un petit peu dommage de devoir attendre d'en arriver là pour prendre de grandes décisions. Je pense que par le passé, des pilotes qui avaient des défenses un peu rugueuses, je pense enfin des défenses rugueuses ou qui étaient un peu kamikazes dans les attaques, il y en a eu quelques-uns. Il y a eu notamment Romain Grosjean, je rappelle, qui pour moins que ça a pris une course de suspension quand même. Euh, le cas de Lance Stroll est à surveiller. En tout cas, avec Alonso, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau de la collaboration. À mon Elle avis, plane. à mon Elle avis, ça plane, va mais être en vert. folklore. Ça va être folklore. C'est vrai, c'est vrai. Et on voit déjà un Alonso très censuré, ce qui n'est pas dans ses habitudes. On verra en 2023. Ça, c'est pareil. Ça, c'est des choses qui vont nous faire bien rire l'an prochain. Passons à l'écurie suivante, donc, qui est arrivée à égalité de points avec nos amis de chez As. Il s'agit d'Aston Martin. Aston Martin qui a vu un Valtteri Bottas finir dans le top 10 du championnat du monde, disons-le quand même, qui a vu un Guan Yu Zhou être... je sais pas votre avis sur Guan Yu Zhou. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait du bon et du moins bon sur cette première saison, mais en tant que rookie, ça correspondait aux attentes que j'en avais. Et on a vu surtout une écurie Alfa Romeo très véloce en qualification, un Valtteri Bottas très très véloce en qualif, qui nous a fait grand plaisir. Et finalement, une saison plutôt réussie, moi je trouve, de nos amis d'Alpha. Pierre. Alors, moi, j'ai été agréablement surpris par Guan Yu Zhou. Euh, il marque son premier point dès le premier Grand Prix. Pour un rookie, c'est assez prometteur. Euh, Bottas, de par son expérience de course, était souvent devant, mais Joe, il a progressé à son rythme et je trouve que sur la fin de saison, il n'était pas si loin que ça de Bottas. Ils avaient, l'Alpha était très performante en début de saison. À un moment donné, on les voyait même quatrième force du championnat à peu près. Au tout début, et puis
la voiture a quasiment pas évolué, donc comme les autres évoluaient, ils sont retombés petit à petit. Très véloce en qualification, mais Thomas le soulignait lorsqu'on parlait de Haas. Les écuries motorisées par Ferrari, de très bons concepts en début de saison, mais des concepts qui n'ont pas évolué et qui du coup ont donné des performances très irrégulières. Alors je pense qu'il y avait peut-être aussi une histoire de budget, peut-être chez Alpha. Pour moi, il y a aussi l'essoufflement du management Vasseur. C'est-à-dire, je pense qu'ils sont arrivés un peu au bout. Et un peu de changement peut pas leur faire de mal, je pense. À voir ce que ça donne en 2023. En tout cas, moi je trouve que Guan Yu Zhou, il a parfaitement rempli ses objectifs au niveau de sa saison de rookie. À voir ce que Alpha est capable de produire pour l'année prochaine avec, si possible, une voiture aux performances un peu plus régulières, dirais-je. Thomas, sur Alfa Romeo. Ouais, je suis assez d'accord. Effectivement, par rapport à ce que tu disais sur Vasseur, j'ai pas forcément trouvé son bilan chez Sauber, chez Sauber/Alpha totalement étincelant. Ils ont subi comme As un très bon début de saison et une grosse chute de performance, encore une fois, contrairement à ce qu'a fait Aston Martin. Et pour Joe, la seule fois où il a fait des étincelles, ça a fini dans le grillage. Mais il a peut-être souffert un petit peu de la même chose que Mick Schumacher, c'est-à-dire que il apprenait au début et la voiture était la plus forte à ce moment-là, et à mesure que lui apprenait, la voiture reculait dans la hiérarchie, donc il avait moins d'occasions de marquer les points et par la même occasion les esprits. Donc je sais pas encore quoi en penser, je pense qu'il a le droit à une deuxième chance très très largement, c'est clairement pas le pire des rookies qu'on a vu ces dernières années. Donc voilà, bien sans plus. Bottas assez impressionnant sur le début de saison, mais je peux quand même pas m'empêcher de penser qu'avec un pilote d'un autre calibre, un George Russell, un Charles Leclerc ou un Max Verstappen, un Hamilton, l'Alpha aurait pu faire de très très grosses perfs en début de saison et être nettement sixième force du championnat et pas à égalité de points avec Aston Martin. On est d'accord là-dessus. Je pense qu'il y a eu un relâchement peut-être dans le développement et c'est dommage. Quand on regarde après le Canada, il marque des points que 3 fois quand même. C'est très très peu. C'est vraiment sur ce début de saison où il score très très fort. Et quand... Vas-y. Au point que à Abu Dhabi, ils ont avoué avoir fait la course simplement pour faire chier Aston Martin, pour parler crûment. Leur but c'était de les ralentir pour pas qu'Aston marque trop de points et leur passe devant au championnat. Donc quand on est là à décaler tes stratégies pour ralentir ton concurrent direct, c'est vraiment qu'il y a un truc qui va pas dans le fonctionnement de la voiture et de l'écurie. On est d'accord là-dessus. 5e du classement, messieurs, nous rentrons dans la première partie. McLaren 159 points et la seule écurie en dehors du Big Three à avoir fait un podium, si t'attendais Romain, c'était pour Lando Norris. Et une écurie McLaren qui termine certes derrière Alpine, mais on se dit qu'avec 2 pilotes qui donnaient leur maximum, cette écurie McLaren pouvait terminer devant Alpine malgré ce premier Grand Prix qui nous a fait très très peur. Finalement, c'était une saison dans la continuité du reste, peut-être pour McLaren, qui est encore une fois 4ème force du plateau, loin devant les autres en termes de perf pure, avec Alpine, et loin derrière le Big Three. Donc dans ce no man's land où ils sont tous les deux avec Alpine. Thomas. Assez mitigé. J'ai toujours du mal à les jauger. Je les donnerais comme décevants quand même. Je crois que après la saison 2020, ça remonte un petit peu maintenant, mais on avait tous beaucoup d'espoir puisqu'ils avaient fini nettement 3e. Donc ok, en 2021, Ferrari était revenu grâce à un moteur un peu meilleur, très bien. Mais sur 2022, comme tu as dit, ils étaient très décevants en début de saison. Le premier Grand Prix nous a fait très peur. Mais derrière, je ne les ai pas trouvés flamboyants. Autant Alpine nous a gratifié au cours de la saison de quelques très belles performances, on va en parler juste après, mais tant de la part d'Alonso que d'Ocon. Chez McLaren, c'était on prend ce qui vient, mais pas de coup d'éclat. On fait le boulot, mais sans plus, pas de grosses performances. Mais ouais, il manquait un pilote dans la deuxième voiture, et ça leur a fait beaucoup de mal. Peut-être qu'avec 2 pilotes, ils auraient fini devant Alpine, mais
j'aurais considéré que finir devant Alpine cette année, c'était pas spécialement glorieux non plus. Oui, c'est pas ce qu'on attend d'une écurie qui est maintes fois championne du monde et qui est en Ouais. dehors du Big Free, la dernière championne du monde. Et qui, à encore l'avoir une été. fois, en 2020, ils étaient troisième et en 2021, ils sont finis quatrième de peu, quoi. Absolument. Donc, Absolument. on les attendait au tournant là-dessus. On pense, enfin, moi, je les voyais jouer des podiums régulièrement et que la victoire de l'année dernière soit répétable. Je vais pas dire à la régulière parce que l'année dernière, elle était à la régulière, mais de façon plus certaine au cours de la saison. Et puis, si on avait eu deux pilotes du niveau de Lando Norris, certes, ils auraient fini devant Alpine, mais Lando Norris, c'est 122 points, et le pilote devant lui, Lewis Hamilton, c'est 240 points, donc le double. Donc, de toute Tout à façon, il y fait, avait ouais. un gap quand même avec Oui, le Big Free. on est d'accord. Pierre. Bah, je pense que Norris a sorti une très grosse saison. Je ne sais pas quelle était l'ambiance dans les garages, mais il a une faculté d'adaptation qui est quand même impressionnante. Maintenant, je pense qu'il a aussi l'équipe derrière lui. Euh, pour moi, c'était pas une voiture qui était très homogène, c'est-à-dire il y avait des courses où il y avait un coup à jouer. C'est un petit peu ce que tu disais, Thomas, et d'autres où ils étaient un peu nulle part. Il manquait clairement un deuxième pilote dans la voiture. Je pense que Ricardo, comment dire, n'a pas forcément pris le virage sur cette nouvelle ère de la F1. C'est malheureusement un échec pour lui, c'est-à-dire après Renault où il n'est pas resté très longtemps, 2 ans je crois, Oui. McLaren 2 ans, il revient finalement troisième pilote Red Bull avec comme seul fait d'armes une victoire, quelques podiums. Donc bon, Alors, revenir chez Red Bull, c'est un aveu d'échec qui est terrible. oui. Terrible. Euh, il n'a pas du tout été dans le coup cette année. Alors même si la monoplace était, je pense, difficile à conduire, des fois McLaren l'a pas trop servi au niveau stratégie. Pour moi, le plus parlant, c'est la Hongrie. Sur d'autres courses, ils ont été capables de l'écouter et il a montré qu'il avait quand même de bons restes. Là, pour ça, je parle du Mexique, où il prend quand même 5 secondes de pénalité, mais il termine la course sans tendre. Donc, il était clairement plus rapide que les voitures devant. Euh, pour moi, oui, ça reste décevant. À la régulière, je pense. Enfin, concrètement, hein, ils sont restés dans le match face à Alpine parce que pour Alpine, il y avait de gros problèmes de fiabilité. Hmm. Autrement, je pense que l'écart aurait été beaucoup plus conséquent entre Alpine et McLaren. Euh, McLaren, voiture pas très homogène, un seul pilote. De l'autre côté, Alpine, deux pilotes qui se valaient, mais des performances en dents de scie à cause d'une fiabilité un petit peu douteuse. Bah, justement, Mais, continue sur Alpine. Continue mais, sur Alpine, mais, continue de parler mais, entre les deux. mais fiabilité douteuse qui avait été annoncée par le Big Boss dès le début de la saison. C'est-à-dire, Laurent Rossi avait bien annoncé qu'au niveau du moteur, ils avaient fait un concept un peu agressif, euh, mais où la fiabilité risquait de faire défaut. C'est Rossi qui disait ça ou c'était Prost? J'avais souvenir que c'était Prost Pour moi, qui, c'était Prost avant de se barrer qui disait ouais, que. où tout le monde s'est foutu de sa gueule, hein, parce qu'on s'est dit bah, c'est bon, il se barre, il crache son venin, mais finalement il s'était pas trompé. Enfin, t'as peut-être Vous, me- raison, Pierre, moi vous, j'avais vous, souvenir me que mettez, c'était vous Prost. me mettez le doute. Ah, Je... si le doute t'habite alors, enchaîne. Putain. Il manque plus qu'à parler de nez, et sur les nébites, ça nous ramène quelques années en arrière. Euh, 2014. Donc, du coup, pour continuer sur ce. Sur, donc, sur Alpine. alors pour moi, Alpine, il y a eu plusieurs problèmes. C'est-à-dire, ça a été une année assez chargée. C'est-à-dire, ils avaient une voiture où sur certains circuits, ça performait super bien, d'autres un peu moins. La fiabilité moteur leur a fait perdre beaucoup de points. La saison des transferts leur a fait mal parce qu'ils sont passés pour de parfaits idiots, incompétents.
C'est vrai que là, on a bien rigolé. Je parle en matière de management et ça me fait mal de le dire quand même. Vettel déclenche la saison des transferts en annonçant sa retraite. Dans la foulée, Alonso annonce qu'il va chez Aston Martin. Visiblement, personne n'était au courant chez Alpine. Réaction à chaud d'Alpine. Bon, bah ok, on titularise le troisième pilote. Qui est le troisième pilote? Oscar Piastri, avec le Piastri Gate qui nous a animé quasiment tout le mois d'août. Pour se marrer, le tweet d'Alpine qui annonce Piastri est toujours en ligne. Oui, et démenti par le principal intéressé quelques heures plus tard. Un vrai régal. Et l'annonce de Piastri quelques semaines plus tard chez McLaren, ça c'était la cerise sur le gâteau. Donc pour moi, il y a eu une ingérence énorme au niveau d'Alpine. Je pense que ça a joué sur le moral des troupes. Ça a joué sur l'ambiance parce que Alonso, avec les petites piques à droite à gauche, sur un discours au début mielleux sur je retourne à la maison, le but c'est d'être entre guillemets champion avec Alpine. Sur le fameux L-Plan. Voilà, c'est ça 2022 en réalité. Et 2022 c'est censé être L-Plan et ça a été pas du tout ça pour plein de raisons. Et deuxième partie de 2022, bah, on a retrouvé le Alonso de GP2 Engine, quoi. C'est je tire à vue sur quasiment tout ce qui bouge, tout ce qui va pas. Alors, il a été énorme cette saison, Alonso. De grosses perfs, c'est-à-dire là où il y avait des occasions, je pense notamment... Il fait des sacrées qualifications. Moi, je me souviens surtout du Canada, où il pouvait même, je pense, taper la pole. Mais derrière, bah, ça se concrétise pas en course parce qu'il n'y a pas forcément une stratégie optimale. Maintenant, on a aussi connu un double champion du monde espagnol faire quand même de grosses erreurs. C'est-à-dire, et des erreurs qui, selon moi, ne sont pas dignes d'un statut de champion du monde. La manœuvre sur Ocon au moment de la course sprint, je pense que dans n'importe quelle école de pilotage, c'est presque le premier truc qu'on t'apprend. Il a mal jaugé, alors je sais pas si c'est la presbytie, si c'est autre chose, mais en tout cas, ça quand même, ça lui a porté préjudice. La manœuvre à Austin avec Lance Stroll, où bon, il était pas tout blanc, et une communication où, aussi brillant soit-il, on n'a qu'une envie des fois, c'est lui donner des claques pour lui dire redescends un peu sur terre, quoi. C'est-à-dire t'as quand même entre les mains du matos qui performe par rapport à l'époque chez McLaren où c'était pas tout à fait ça. On peut pas se permettre de cracher et de faire des déclarations fracassantes en disant ouais, vous comprenez, avec la fiabilité, ils m'ont fait perdre entre 60 et 80 points. Oui, mais à un moment donné, est-ce que tu fais primer tes intérêts personnels sur les intérêts de l'équipe? Moi, j'ai eu cette impression. Ça, c'est toute la question d'Alonso. Hein. Oui, mais j'ai eu l'impression que... Enfin, autant chez Ferrari, bon, des fois... Voilà, McLaren, il avait certaines excuses. Autant là, si tu as une déclaration qui est faite en début de saison où on te dit attention, tu as une bonne voiture, mais au niveau fiabilité, tu risques de souffrir. Même si tu es agacé, tu peux pas te permettre de faire des déclarations. Et je trouve que chez Alpine, ils ont été super sympas. Moi, je m'attendais à ce que Rossi, par exemple, lui intente un procès pour propos injurieux ou je veux dire une connerie dans le genre où il aurait pu demander un dédommagement parce que franchement il les a pas épargnés sur les derniers mois et je pense que tout le monde en a souffert. Thomas, sur ce sujet épineux qui est Alpine. Je pense que pour reparler du retour d'Alonso depuis 2021, il aura réussi à être numéro 1 sur un truc. Il est officiellement le pilote le plus détestable de la grille, de très loin. Il a battu Piquet selon toi ? Je parle de la grille actuelle, mais après, ouais, si tu veux aller sur les historiques, ouais, il est à ce niveau-là. Hein. La seule différence, c'est qu'il n'a pas proféré d'insultes racistes.
En tout cas, à ma connaissance. Après, à part ça, ouais, il est bien détestable, il est insupportable. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était qu'il parte. À son départ, c'était un soulagement. Pour lui aussi, apparemment, puisque derrière, il s'est lâché. Bon, bah, si on l'entend, c'est toujours le meilleur. Et s'il n'avait pas eu tous ces problèmes de fiabilité, puisqu'apparemment, il n'y a que sa voiture qui tombe en panne, il aurait été au moins au niveau d'Hamilton, au niveau des points. Vas-y, rêve un petit peu, mon petit. Je pense qu'il a manqué quelques cours de maths. Hein. Ouais, probablement, ouais. Non, mais il y a rien à dire de plus. L'histoire retiendra qu'il a fini derrière Ocon. Ça lui fait sans doute mal à l'ego et c'est très bien ainsi. Ça le fait redescendre un petit peu. Je pense que oui, il n'a pas démérité. C'est sûr que ça reste un excellent pilote, mais son caractère compense largement. Et moi, ça fait partie des pilotes que j'ai plus envie de voir. Pourtant, j'ai été un très 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 grand fan d'Alonso sur ces années Renault et Ferrari. Mais là, c'est juste plus possible. On a l'impression d'avoir un vieux papy aigri qui sait plus ce qu'il dit et qui a 2 doigts d'aller voter à un extrême. Non, s'il vous plaît, monsieur dehors. Et je pense que par rapport à ce que tu disais avec Rossi a l'air de pas être la personne la plus facile à vivre, on va dire ça comme ça. Et donc, je pense que les deux ensemble, ça a clashé. Et quand monsieur Rossi dit à Interlagos qu'il était prêt à virer les 2 pilotes parce que c'était des abrutis. Bon, je crois que tu en as assez dit sur le management de Piastri. Non, mais je crois qu'il faut que tout le monde se remette en cause dans cette équipe, tout le top management. De Meo, à l'époque, a voulu faire un grand coup de neuf sur l'époque précédente, on va dire, que ce soit au sein de Renault, mais aussi au sein d'Alpine. Et donc, il a viré, entre autres, Abitbull, etc. Mais je pense que les personnes qui sont en place sont toujours pas les bonnes personnes, que ce soit Zafnauer, que ce soit Rossi et d'autres, ou même Budkowski. Et donc il était temps qu'Alonso parte de tout ça, mais j'ai toujours peur pour le management de cette équipe. Dernier point, si tu me permets, je trouve que l'éviction de Prost, avant le début de saison, a été une grosse erreur, parce que justement... C'est ce que j'ai Prost avait pas l'air d'accord, quoi. Quand tu lis la déclaration de Prost, alors sur Instagram, il me semble à l'époque, il était un petit peu salé, Pépère. Oui, donc, mais c'est surtout que sur une gestion, sur la gestion pilote, il sait de quoi il parle et des pilotes champions du monde au sang un peu chaud qui s'amusent à diffamer sur leur équipe. Il est un petit peu connu et ça aurait pu être un atout, je trouve. Et puis même sur le départ d'Alonso plutôt que d'agir dans la précipitation, parce que c'est clairement ce qui s'est passé et c'était pas la bonne décision. Peut-être que son expertise et son expérience, pardonnez-moi, hein, mais ça aurait peut-être permis à Alpine d'éviter de passer pour des cons, quoi. Ouais, clairement, mais Alpine, je pense que pour résumer, Alpine a semé de la daube et il récolte de la daube. Voilà. Ils ont cherché, ils ont tendu les bâtons pour se faire battre, donc maintenant, battons-les. Et pour revenir sur le cas Laurent Rossi, c'est quand même dingue qu'avant la saison, un gars comme Alain Prost annonce tout ça dans son interview où il part et que personne dans la haute hiérarchie Renault ne prend la peine de voir venir ce qui arrive et tout le monde voyait le désastre. Laurent Rossi, en termes de management, dès l'an dernier, on savait que c'était un ego surdimensionné. Vous l'avez dit, sa phrase par rapport au fait de virer les 2 pilotes, mais c'est impossible. Moi, je suis prêt à parier que tout son management de 2021 d'Alonso repose sur El Plan. Genre, il lui a proposé un truc, sauf que quand tu prends le pilote le plus instable de la grille, qui est un talent extraordinaire et qui sait qu'il a un talent extraordinaire et que tu lui dis en 2022 on va tout arracher, si en 2022 t'arraches pas tout, tu sais que lui va détruire l'équipe. Surtout qu'il est très politique, Alonso. C'est Alonso, il est comme ça, il a toujours été comme ça, c'est quelqu'un d'éminemment politique et quand ça va pas dans son sens alors que lui sait que il peut aller chercher le titre ou qu'il y a peut-être une possibilité, et il détruit tout. Et c'est ce qui s'est passé là. Il l'a fait que 5 fois dans sa carrière, je vois pas pourquoi vous dites ça. Il l'a fait que dans toutes les écuries où il est passé, je vois pas pourquoi est-ce qu'il leur ferait là. Non mais c'est ça qui est dingue et je pense pas qu'en 2021 chez Minardi on lui avait proposé le plan déjà à l'époque. Hein. Non mais tu vois là il est arrivé, il était tout gentil mais c'est ce qu'il a fait à chaque fois après et je suis désolé. C'est sûr que sa réputation d'endurance chez Toyota avec le Alonso Team Player etc. Elle en a pris un sacré coup et on l'a tous oublié.
Non, mais c'est clair. Non, mais enfin, voilà. Donc ouais, pour terminer sur Alonso et sur cette écurie alpine, gros gâchis, je trouve, personnellement. On n'a quasiment pas parlé d'Ocon quand même. Non, mais Ocon fait une saison plutôt solide. Je trouve qu'il fait une saison au niveau de la voiture. Non, mais c'est ça, Il est c'est là qu'il où se on met comme l'attend. leader de l'équipe parce qu'il fait pas trop d'erreurs, parce qu'il est là dans les moments un peu chauds et parce Quelques qu'il coups de s'intègre mou, hein. parfaitement dans l'équipe. Quelques coups de Ouais. mou quand même. Bah, quelques coups de mou, mais après, c'est. S'il il doit reste- devenir leader l'année prochaine, il est peut-être encore un poil frêle. Est-ce que Ouais. c'est réellement un leader d'équipe dans l'âme? Ça, je sais Là, pas. je sais Ça, pas, on mais verra il y, a- ça. il y a eu quelques éliminations au Q1 qui ont fait un petit peu mal quand même, quoi. Je trouve que pour le standing du pilote, parce que ça reste un très bon pilote, et de l'écurie, il y a eu quelques prestations qui ont fait un petit peu tâche à mon goût. Hmm. Donc à voir, à voir. Mais Passons messieurs à Mercedes si vous le voulez bien. Mercedes qui ne remporte pas de titre cette année, hein. Première fois depuis 2013 que Mercedes ne remporte pas de titre. Mercedes qui gagne quand même une course grâce à George Russell au Brésil. Sinon ça aurait été la première fois depuis 2011 que Mercedes ne remportait pas de course. Un concept audacieux qui n'a pas payé cette année, mais on a vu finalement Mercedes revenir sur la fin de saison. Est-ce que c'est réellement la fin d'une ère pour Mercedes, ou est-ce que c'était une saison avec un concept qui leur permet de paver l'avenir pour les 5-6 prochaines années? Bah vas-y Thomas, hein. T'as Ouais, conclu sur Alpine, je- donc je crois, ouais, ok. vas-y. Je crois que la deuxième hypothèse est la bonne, Clément. Je pense que Mercedes, pardon, lapsus non révélateur, ça va peut-être pas redevenir la machine à tout écraser qu'on a connue en 2014, 2015 et même 2020. Mais ça va devenir une équipe, ça va redevenir une équipe très 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 crédible pour la victoire régulièrement. En fin de saison, ils étaient au moins au niveau de Ferrari. Et personnellement, j'avais peur qu'ils finissent devant Ferrari. J'avais peur que Ferrari perde sa deuxième place. Ils ont été très très impressionnants sur le développement. Ils ont un concept pardon, qui est très décalé, qui est très à part, qui est unique sur la grille. Et qui a l'air de marcher quand même une fois. Qui est très moche aussi. Oui, qui est très moche, on peut le dire. Bon, est-ce qu'il y a eu une seule belle Mercedes depuis le W01 en 2010? Moi j'aimais bien la 2014 par rapport aux autres F1 de l'année. Ouais, alors Même la si on commence à 2013, même la si on commence à 2013, comparer les 2014 entre elles, on va peut-être pas s'en sortir. Même la 2013 était sympa en vrai. Non, je réfute, ce n'est pas vrai. Toutes les voitures grises et turquoises comme ça, c'est moche, c'est laid. Ah on ouais, la passe. livrée par contre, oui. Bah non, le turquoise et gris, on aime pas ça. Non, blague à part, enfin, ils ont un concept qui ont l'air de marcher. Depuis qu'il y a la TD39, oui, parce que je parle franglais tous les jours, depuis Spa, elle marche quand même vachement mieux. Et elle est revenue à peu près là où on l'attendait. Bon, je trouve que la fin de saison était très solide. La victoire à San Paolo était vraiment, vraiment belle, vraiment méritée. George Russell a été impeccable toute la saison. On pourrait lui reprocher 2-3 petits trucs, quelques petits accrochages sur la saison, mais dans la position où il est, je trouve que c'est pas très grave. On parle pas d'un pilote qui a 15 ans d'expérience. Il est encore en phase d'apprentissage. C'était sa première année dans un top team. Il a eu sa première victoire. On peut dire aussi qu'il a eu ses premiers podiums à la régulière, parce qu'on pourrait oublier le Grand Prix de Spa 2021 qui a été très controversé. Donc bilan très 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 positif pour George Russell, une deuxième moitié de saison très positive pour Mercedes qui revient dans le rang et qui je pense sera dans les atouts à faire valoir l'année prochaine. Pour Hamilton ça a été un petit peu plus compliqué, un petit peu plus en dents de scie. Pour la première fois je pense qu'il a vraiment marqué le pas par rapport à son équipier, ou en tout cas on peut dire que son équipier a été légèrement devant sur le global de la saison comme le bilan comptable l'indique. Alors peut-être que qu'Hamilton a un petit peu plus joué le jeu du développement en début de saison, je saurais pas trop dire. Russell avait l'air de dire que globalement niveau évolution, c'était un coup à toi, un coup à moi, donc un partout balle au centre. Mais voilà, Hamilton a peut-être eu une petite saison en dedans, ce qui est pas très étonnant après le ciel qui lui est tombé sur la tête en fin de saison dernière. Ça reste une belle prestation, ça reste une belle saison, même pour un grand nom comme ça. Vu la voiture qu'il avait sur la moitié de l'année, il pouvait pas forcément faire mieux. Au moins la voiture était constante, lui aussi, elle était fiable, puisque c'est lui qui a eu le premier abandon au dernier Grand Prix de la saison. C'est quand même un événement à noter.
Donc ça reste une saison positive. C'est sûr que comparé aux dernières années, on pourrait croire que c'est décevant, mais moi je trouve que c'est positif parce qu'on a vu une vraie volonté à revenir devant, qu'on n'a pas forcément vu dans d'autres équipes comme Ferrari par exemple, dans les années où ça allait mal. Mercedes au contraire a réussi à revenir devant, a réussi à gagner une course en fin de saison, et je pense que c'est positif et ça va les relancer pour 2023. Alors, euh, de mon point de vue, il y a plusieurs choses. Ils étaient avec un concept très novateur, le zéro ponton. Ils ont quand même annoncé en fin de saison que finalement c'était un concept qu'ils abandonnaient. Bah non. Ah non, au contraire. Ils ont dit qu'ils le Ah, conservaient pour l'année prochaine. moi j'avais compris qu'ils l'abandonnaient pour l'année prochaine. Ah, moi j'ai compris qu'au contraire, ils poursuivaient et que le problème n'était pas là. Le problème était sur des questions de rigidité de la voiture qui fait qu'elle avait du marsouinage. Mais le Ouais, concept en lui-même, il fonctionne et encore plus, encore une fois, depuis la directive technique 39 depuis Spa. Donc pour moi, l'année prochaine, il me semble même que Wolf a dit que d'extérieur, la voiture, elle serait quasiment la même. En tout cas pour l'œil néophyte, on va dire. Mais pour moi, non, non, d'accord. il reste, d'un Ok. point de vue technique, sur le concept, il reste sur la même philosophie. D'accord, ok. Bon, mes excuses. Sans doute ai-je mal compris. Non, pour moi, Mercedes, il y a eu un vrai pas en avant avec les Evo qui ont été introduites. Alors, c'était assez tard. Enfin, sur les dernières évolutions majeures, c'était de mémoire à Austin. Ils se sont fait retoquer de mémoire, c'est sur l'aileron avant, il me semble. Ou Ouais, deux fois sur les ailerons avant, une fois à voilà, Miami et une fois à Austin. Oui, t'as voilà, raison. où c'était pas Voire au Japon. conforme. Enfin, C'est ça, ouais. ça a Mais c'est été, bien, ça montre quand même qu'ils ça cherchent à montre. innover et qu'ils C'est sont ça. novateurs. Ça fait partie des rares équipes qui ont vraiment proposé quelque chose cette année, hein. Finalement, des choses qui sont vraiment sorties des coups, il n'y en a Mais pas eu tant que ça. Et Mercedes en merci. faisait partie plusieurs fois, avec le Bien zéro sûr. ponton, avec Après, l'aileron avant, etc. après Mercedes, on sait aussi que, enfin, ces dernières années, niveau apport technique et niveau innovation, on leur doit quand même pas mal de choses. Le DAS, c'est eux. La polémique sur l'aileron arrière flexible, ils y sont pour beaucoup. Euh, donc voilà, sur des petites trouvailles ici et là, qui peuvent faire gagner quand même pas mal de perfs. Bon, ils ont un staff technique qui tient quand même la route. Bon, apparemment, j'ai cru comprendre que il y avait un ancien team manager qui, de base, est ingénieur motoriste, qui aurait quitté une grande entreprise italienne. Mais apparemment, ça intéresserait pas Wolf. C'est bizarre parce qu'Non. à un moment donné, il faisait son marché là-bas. Merci Ouais, mais Aldo Costa. Wolf a fermé la porte a priori. Ouais, Oui, et puis James Allison qui a fait quelques allers-retours. aussi. Donc, bah, moi, cette Mercedes, ils ont mis du temps à la comprendre, à la faire fonctionner. Je pense que Hamilton, ça lui a fait très bizarre. C'est-à-dire, là où un Russell, après avoir passé plusieurs années chez Williams sur des voitures pas compétitives, où c'est un vrai casse-tête à régler, il est arrivé chez Mercedes cette année avec une voiture bah, qui était pas devant. Euh, mais avec cette expérience bah, il faut que j'essaye d'optimiser les réglages de la stratégie pour essayer de tirer toute la quintessence de la voiture, si ce n'est plus. Pour moi, la grosse différence, c'est Hamilton a mis du temps à se remettre dans le bain suite à ce qui s'est passé fin de saison dernière. Ouais. Euh, il a eu quelques déclarations fracassantes. Moi, ce qui m'avait stupéfié, c'était en Espagne. Il a son accrochage dans le premier tour, c'est avec Magnussen, je crois. Il rentre, il repart dernier et il balance à la radio. Bon, les gars, est-ce que vous êtes sûrs que ça sert vraiment que je tourne? Parce que bah en fait, on pourrait aussi rentrer et ça permet de préserver le matériel. Et là, c'est l'équipe, ce jour-là, c'est l'équipe qui a poussé le pilote, qui l'a poussé à continuer en lui disant non, 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 on t'explique là, tu roules, tu y vas là.
Ouais, mais on sait qu'Hamilton fait partie des grandes pleureuses du championnat. Excusez-moi. Oui, non, non, Un non, moment, non, non, mais disons les choses. Hamilton, non, c'est le premier à pleurer. Alors, il est jamais agressif, il est jamais méchant, mais il y a jamais Non, un mais truc qui va, quoi. Un coup, c'est les pneus, un coup, c'est oui, il faudrait c'est qu'on vrai que des arrête. fois il Un coup, abandonne machin, un facilement truc, sur une arrête, course quoi. et puis après ouais. il dit j'ai jamais lâché. C'est vrai que... Ouais, c'est ça. Oui. Et par contre, Oh, quand on gagne tous ensemble. Par contre, quand on pleure, foutez-moi la paix, quoi. Quand c'est on perd. ça, c'est ça. Donc, Bon, on va dire, voilà, c'est son côté diva et bon, ça fait partie intégrante du personnage. Je pense qu'il y a eu une très bonne première collaboration entre Russell et Hamilton, ouais. où le travail d'équipe en osmose, peut-être un petit peu plus souterrain, avec peut-être le ressenti des deux pilotes, ça a peut-être permis à Mercedes de revenir notamment sur la fin de saison. J'étais très content qu'ils puissent rivaliser avec Ferrari. Ça montrait que il y avait des progrès. Euh, J'étais super content avec la victoire de Russell parce que Verstappen lui a absolument pas facilité la tâche. Euh, Ouais, la et victoire est belle. et enfin, pour moi, c'est l'un des plus beaux duels de la saison 2022. Euh, et finalement, il termine avec une victoire qui vient d'une certaine façon récompenser des efforts acharnés, une volonté intacte de gagner, une fiabilité hors pair, alors que c'était pas forcément le cas chez les autres écuries motorisées Mercedes. Il y a quand même eu pas mal de casses moteurs chez Williams et Aston de mémoire. Donc ils s'en sont bien tirés. J'attends la confirmation du coup l'année prochaine, savoir s'ils sont toujours capables de rivaliser avec Ferrari et s'ils sont capables d'aller chercher Red Bull bien entendu. Moi, ce que j'attends de Mhm. voir, c'est si la bonne entente et le bon fonctionnement de ce duo qui m'a l'air vraiment très, très, enfin, dans un cercle très vertueux cette année au niveau de la relation. Est-ce que si l'année prochaine la voiture joue la victoire toutes les semaines, est-ce que ça va durer ou pas? C'est la question qu'on peut se poser sur la durée, effectivement. Oui. Bien, messieurs, nous avons déjà fait un très long temps, mais c'est l'heure de parler de la Scuderia Ferrari. On est Euh, obligé. Non. on est... est-ce qu'on peut juste dire deuxième c'est bien et puis passer à Red Non. Bull. Alors, bon, on va pas commencer par Thomas, mais la Scuderia Ferrari, 554 points, donc à peine 40 points, enfin 39 points devant Mercedes, alors qu'en début de saison on les voyait sacrables, pour ne pas dire sacrés. Un duo de Grand Prix en France et en Hongrie qui est historique, hein, on peut le dire, puisque le titre, c'est pour moi joué ici, hein, avec cet abandon de Charles Leclerc, puis Ouais. cette double stratégie, on aurait dit une stratégie, mais sur F1 2022, mais le jeu vidéo, tu sais, quand les écuries d'IA, elles font rentrer leurs deux voitures sur la même stratégie. Et donc au final, une saison complètement gâchée pour la Scuderia, un titre qui s'envole, deux titres qui s'envolent, sans doute. Pierre, on va te laisser commencer et puis après on laissera Thomas pleurer pendant des heures sur ce podcast. Alors, ils avaient une machine de guerre en début de saison et dès le début de saison, les voir dans le match, ça faisait super plaisir. On a vu un Charles Leclerc qui était motivé, à l'inverse, un Carlos Sainz qui marquait un peu le pas, qui faisait beaucoup d'erreurs. La voiture était là, la performance était là, ils sortaient quand même de plusieurs saisons pas simples, 2020 où ils avaient rien produit. Après, avec un contexte un petit peu spécial, avec l'affaire des débitmètres en 2019 qui les a un petit peu plombés pour 2020. 2021, ça allait mieux, mais on attendait que ça se concrétise. On avait même vu un Carlos Sainz qui était au niveau de Charles Leclerc pour leur première année de collaboration. Et puis après, on a rigolé toute la saison avec le plan de B au bout de 5 tours, le plan de C au bout de 8 tours. Moi, je me suis dit, attends. S'ils y vont à ce rythme-là, à Spa, ils sont déjà au plan Z, on sera au 42e tour, quoi. Donc, ça ternit l'image, je trouve. C'est-à-dire une bonne voiture, mais qui n'a pas su évoluer, ou mal évoluer.
C'est toujours le talon d'Achille de Ferrari et malheureusement ça fait près de 10-15 ans que ça dure. Ça commence à faire beaucoup. Beaucoup d'occasions manquées, beaucoup d'occasions ratées. De l'irrégularité souvent due à des erreurs en qualif. Beaucoup d'erreurs stratégiques et des erreurs d'exécution dans les stands dues à ces erreurs stratégiques. Quelques erreurs de pilotage. Sainz il fait perdre pas mal de points en début de saison à Ferrari. Leclerc, pour moi, fait perdre 25 points, on va dire, avec son abandon en France. Mais sur le reste, j'ai pas souvenir d'autres erreurs où ça soit. Il fait perdre 25 points et puis la dynamique du championnat se casse à ce moment-là aussi. Hein. Oui. Mais Ouais. il y a le sprint à Imola aussi où il fait une erreur. Mais Ouais. je suis d'accord, c'est les deux seuls de la saison. Et il abandonne pas à Imola. C'est pas pendant la course où il fait aussi une connerie. Si, pardon, C'est c'est pendant pas la pendant le course. sprint, c'est pendant la course. Oui, t'as raison. Où il est, je crois, 4ème et il fait un tête à queue. Il est 3ème, il veut rattaquer Troisième. Pérez et il fait un tête à queue, il finit dans le mur et il finit 6ème. Il me semble. Donc, mais bon, alors, il y a des décisions qui sont tombées. On a vu un Charles Leclerc épuisé, fatigué, agacé en fin de saison, alors que le garçon il s'est retenu toute l'année. Donc, moi, les phrases qui m'ont sidéré, j'en reprends quelques-unes, c'est je comprends pas. Il faut qu'on regarde avec l'équipe, mais clairement, je comprends pas. Welcome pilote- back Toyo. Voilà, quand un pilote commence à dire je comprends pas, c'est pas bon signe. Puis la fébrilité dans la voix des ingénieurs. Oui. Ouais. C'est surtout que chez Ferrari, ils en sont. On a l'impression qu'ils sont perdus. Enfin, c'est-à-dire, il y a des courses où ils ont été monstrueux. Là, pour moi, Abu Dhabi est vraiment. Enfin, pour moi, c'est l'un des meilleurs exemples où ils ont réussi. Le petit coup de génie là, de dire à Leclerc, vas-y, voilà. tu fais le contraire de Pérez C'est pour ça. feinter Red Bull, ça c'était magnifique. Voilà. Et Donc, je l'espérais pas de la part de Ferrari. Je sais pas qui avait commencé à bien avancer sur F1 Manager 2022, mais en tout cas, apparemment, ils ont glané de bons conseils. Mais bon, ça serait bien qu'ils continuent avant que le 2023 sorte. Mais bon, en tout cas, une équipe comme Ferrari, où on les assimile aux clowns en rouge, ça fait mal quand même. On parle quand même de l'écurie historique de la discipline. Être Ouais, tourné alors, en ridicule. ça fait 15 ans, Pierre. Remember Singapour 2008. Oui, bien Montezemolo sûr. dit la F1 est un cirque. Et Ecclestone répond merci à Ferrari de fournir les clowns. C'est Oui. pas nouveau, quoi. Oui, mais enfin, ces dernières années, autant d'erreurs stratégiques, autant de bourdes dans les stands, est-ce qu'on en avait vu? J'ai pas Ah non. souvenir. Non. Moi, je me souviens d'erreurs tactiques. En 2017 et 2018, il y en avait eu quelques-unes et c'était sous l'ère Arriva Bene. Mais, enfin, pour C'est moi, sûr que là, tant sur là, le plan c'est- tactique que là- technique, là, ils là- étaient là, derrière. c'est affligeant. Faire rentrer un pilote alors qu'on a passé la deadline, tu sais que l'arrêt au stand, ça va être une catastrophe, mais non, on y va. Mais non, on y va. Et devant les télés du monde entier, tu passes pour une poire. Enfin, pour moi, l'arrêt de 15 secondes, il me semble, ou 20 secondes de Sainz à Zandvoort, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique pour le pilote parce que bah, ça tue sa course, clairement. Mais pour l'image de marque. Enfin, moi, clairement, j'ai eu l'impression de revenir près de 20 ans en arrière avec le Nürburgring 99 où chez Ferrari, ils étaient un peu paumés et quand Irvine rentre, il n'y a pas les 4 roues. Il y en avait que 3. On était sous l'ère Jean Todt. Alors, même si beaucoup vénèrent l'ère Jean Todt, il y avait quand même quelques pépins. Oui, mais il y a eu 7 titres. Oui, 6, pardon. 6. 6. Là, le problème, c'est sous l'ère Binotto, il y a eu 0 titre. Je suis d'accord. Ouais. Et Et vraiment beaucoup longtemps, de Binotto. L'air Todd a mis du temps avant de gagner aussi. Hein. Oui. Faut pas l'oublier. Alors, après, comment dire, pour moi, ils ont les pilotes,
Au niveau de la machine, il va falloir faire ce qu'il faut au niveau développement. Parce ils ont montré qu'ils sont capables de sortir un très bon concept, mais derrière le concept doit évoluer. Sinon, ils se font bouffer par la concurrence. Maintenant, il va falloir gagner en audace. Et il faut pour moi une sacrée réorganisation au niveau de l'organigramme. Et pour moi, la réorganisation de l'organigramme ne passait pas par la tête de Binotto servie sur un plateau. Je suis Bah, pas je d'accord. te laisse enchaîner Je suis là-dessus, parce que moi non plus pas je suis pas d'accord. d'accord, mais je te laisse. Si Binotto devait quitter ses fonctions de team principal, il devait sans doute reprendre, à mon sens, il devait reprendre la tête du service moteur. Ça, c'est Oui, mais indéniable parce que pas c'est un des forcément meilleurs. d'être licencié. Non, mais c'est ce que je suis en train de te dire. C'est qu'il devait plus être team principal, mais peut-être devait redescendre en tant que directeur du service moteur, puisque ça reste un des meilleurs motoristes de la grille. Maintenant, la gestion de Ferrari toute la saison a été calamiteuse. Je crois que Leclerc a peu de choses à se reprocher. Il a vraiment Imola à se reprocher. Pour moi, alors vous allez me dire, je suis peut-être un fanboy, hein, mais la France, j'ai du mal à lui reprocher puisqu'il est dans un moment où clairement la dynamique est pas bonne. Il a une pression monstre sur lui. On sort de Miami où il n'y avait pas le rythme, de l'Espagne où il est en tête et son moteur casse, de Monaco. Je vais pas revenir sur Monaco parce que je crois que je vais perdre de l'espérance de vie. L'Azerbaïdjan, il casse aussi son moteur. Le Canada, il est obligé de partir dernier avec tous les problèmes que ça impacte. La Grande-Bretagne, tout ça c'est des courses consécutives, hein. La Grande-Bretagne, Carlos Sainz ne veut pas jouer le jeu d'équipe. On lui fait une stratégie pourrie alors que c'était le plus rapide du week-end avec une dérive en moins. Ne l'oublions pas. Après, Il Carlos casse Sainz sa ne veut dérive. pas jouer d'équipe sur la Grande-Bretagne. Quand ils lui font faire le restart, il ne peut pas non plus faire une longueur de 10 voitures pour Charles Leclerc, parce que de toute façon, Leclerc, avec les Il pneus peut cramés faire qu'il a. tampon. Il a des pneus neufs, il peut faire tampon et ça peut Franchement, permettre à Leclerc de franchement, finir oui, mais deux ou sauf que trois. s'il fait pas tampon, sauf que s'il n'arrive pas à faire tampon, derrière, le pilote qui le double, c'est-à-dire Sergio Pérez, le mange Charles Leclerc. Et au final, Ferrari se retrouve sans la victoire totalement. Donc tu peux Ben, pas, je tu suis peux pas pas, sûr. tu peux pas dire à Carlos Sainz de faire ça. L'erreur vient plus de Ferrari que de Carlos Sainz là-dessus. Et puis après, il gagne quand même en Grande-Bretagne. Et puis après, Charles Leclerc gagne en Autriche. Il arrive au Grand Prix de France avec la pole. Il est dominant. Pour moi, il n'est pas dans un instant de pression, justement. Il n'est pas. Pour moi, c'est son erreur. Et pour moi, c'est l'erreur qui lui coûte le titre, c'est celle-là. Ah bah, non, je suis pas d'accord parce que derrière la voiture était dans les choux. Cette erreur-là, si cette erreur-là n'a pas lieu, c'est pas ça qui fait qu'il aurait une bonne stratégie en Hongrie. C'est pas ça qui fait Pour moi, la stratégie aurait été moins de différente choux. en Hongrie s'il n'y avait pas eu ça. Pour moi, ils auraient plus Ouais, mais pu. regarde, après, il reste au Spa où il n'y a pas le rythme. Il reste tous les grands C'est pas, je prix suis là. d'accord, mais toutes les courses d'après, il est pas loin quand même. Et sauf qu'il y a un moment où ça tremble. Les jambes elles tremblent, la voix elle tremble. Ah, si, il est loin parce que même s'il finit 2 ou 3e, en termes de perf, ils sont à des années-lumière de Red Bull. À ce Ah, moment-là, par contre, sur le à dernier partir de tiers de Spa, saison, je suis d'accord. à partir de Spa, le titre serait quoi qu'il arrive perdu puisque la perf était plus là chez Ferrari. Et encore une fois, même quand tu gagnes, enfin, à mon sens, on sera peut-être pas d'accord là-dessus, mais à mon sens, même si tu sors d'une victoire en Autriche, quand tu as 6 ou 7 courses où à chaque fois tu as une erreur de l'équipe ou une défaillance de la voiture, ça te met forcément dans une mauvaise position et il y a toujours la pression Ouais, de ça. mais Enfin, tu roules pour ça, Ferrari, tu as la pression, etc. Ça, c'est une autre question, mais je pense qu'il faudrait la poser plus longuement. Et moi, je suis pas convaincu de Charles Leclerc là-dessus. C'est est-ce que psychologiquement, il a l'étoffe pour être un champion du monde, dans le sens où est-ce que s'il y a une erreur, s'il y a un grain de sable dans la machine, est-ce qu'il peut se relever? Tu vois, Moi, je demande tu vois ce que d'avoir je veux dans un, je demande d'avoir dans un environnement plus sain. Parce que dire. pour l'instant, Pourquoi pas? l'environnement est pas sain. Tu vois, quand tu sors de la Grande-Bretagne et que t'as Binotto qui va engueuler Leclerc à la sortie de la voiture, alors qu'ils lui ont pourri la stratégie, alors qu'encore une fois, c'était le plus rapide avec une dérive en moins, il y a clairement un problème dans l'environnement. Peut-être. Et tu vois, t'as l'ingénieur qui est jamais capable de répondre sur le coup. Il n'est même pas capable de Ça, c'est comprendre grave. si Leclerc pose une question ou donne une affirmation. Enfin, il y a rien qui va. On fait des stratégies un peu à la volée, on essaie des trucs et puis voilà. Et je suis désolé, mais Sainz n'était pas non plus au niveau d'arrière. Il était au mieux au niveau de Pérez et encore.
Donc pour moi, Sainz était clairement décevant. Alors que l'année dernière, je l'ai vraiment, je l'ai vraiment apprécié. Je l'ai trouvé très très bon et je le voyais au niveau de Leclerc sur toute la saison. Cette année, il était clairement derrière, contrairement aux pronostics. Donc très très décevant aussi Sainz, puisque pas dans le rythme, beaucoup d'erreurs, pas dans le rythme. Tu l'as dit tout à l'heure, Pierre. Il y a eu des morts, il y a eu l'Australie, il y a eu Imola où il y avait des erreurs un petit peu coup sur coup dans les premiers tours. Le Japon, alors il y a des conditions qui font que, mais ça reste le seul à se planter dans le premier tour. Et c'est encore un abandon dans le premier tour. Il y a les USA. Il y a les USA, ça fait beaucoup pour Carlos Sainz et il y a vraiment une remise en question. Et quand Carlos Sainz nous dit je comprends pas pourquoi je suis pas considéré parmi les top pilotes contrairement à Max et Charles, bah la réponse on l'a par au moins 5 fois cette saison. Et pour Carlos Sainz au Japon, je renvoie vers le live de Formule Blabla la veille auquel on avait participé où Mick, donc Formule Blabla, avait dit demain à Suzuka, il y a de la pluie et des rails, donc ça va être compliqué pour Carlos. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, pour ramener de l'eau à ton moulin, finalement, je retire ce que j'ai dit sur la deuxième partie de saison. Je viens de vérifier dans les calculs que j'avais fait. En première partie de saison, donc jusqu'en Hongrie, Ferrari est à 101% de la pole et Red Bull à 100,1% de la pole et Red Bull à 100,2% de la pole. En seconde partie de saison, Red Bull est à 100,1% de la pole, donc améliore légèrement. Et Ferrari est à 100,5% de la pole, pire régression du paddock avec Alfa Romeo. Ouais, ça fait beaucoup. Et on en revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure sur As et Alfa Romeo. Les moteurs Ferrari en deuxième moitié de saison ont vachement reculé. Ah bah je ne t'ai pas dit qu'il était la troisième plus grosse perte en deuxième partie de saison, mais c'est As, oui. Oui, voilà. Donc ça fait mal et je crois que le constat est assez révélateur. Et c'est lié au problème de fiabilité qu'on a vu tout au long de la saison, principalement chez Ferrari. Là où je te rejoins, c'est que c'est peut-être en France qu'on a senti que le championnat était fini. En tout cas, moi, c'est là où j'ai eu la fin de mes espoirs et la Hongrie derrière a bien rachevé tout ça. Mais j'ai encore du mal à lui faire porter le chapeau de la France, même si c'est une erreur de pilotage claire et nette. Mais compte tenu de l'environnement, c'était pas sain. On a vu d'autres pilotes, que ce soit Hamilton ou Verstappen en tête de liste, faire ce genre d'erreur alors qu'ils étaient dans le même genre de situation. Donc la grosse incertitude pour moi, c'est est-ce que Leclerc peut performer complètement sur une saison complète dans un environnement sain? Et ça reste à définir. Là, je suis d'accord. Mais ça reste celui qui porte l'équipe aujourd'hui. Ça reste le taulier chez Ferrari. Et Ferrari doit clairement le mettre devant plus rapidement dans la saison. Cette année, à partir de déjà Monaco, il aurait dû être devant. Et clairement, l'histoire aurait montré que ça leur aurait donné raison. Comme ils ont fait avec Verstappen. Dès l'Espagne, Verstappen était devant, puisqu'on demande à Pérez de le laisser passer. Donc je pense que Ferrari doit se mettre dans ce mode de fonctionnement-là. Et j'espère que 2022, comme de toute façon 2022 était perdu à cause des perfs, et j'espère que ça va leur servir de leçon pour 2023. Pour conclure cette émission, messieurs, on va parler de Red Bull. Je pense qu'on peut en parler très vite fait parce qu'on a passé notre saison à parler de Red Bull en fait, qui était ultra dominant, il faut le dire. C'était très impressionnant. Thomas, je te laisse commencer, mais il n'y a pas grand-chose à redire à la saison de Red Bull. C'est digne de 2011 et 2013 en termes de domination et un Max Verstappen qui est plus vétélesque que jamais. Il reste quand même au-dessus de Red Bull l'ombre du budget cap de 2021. Le fait d'avoir enfreint le budget cap en 2021, ça a forcément un impact sur les performances de 2022. Reste à voir de combien. Dans le même temps, Ferrari disait que le rythme de développement de Red Bull était assez incompréhensible parce qu'eux ne pouvaient plus apporter d'évolution à partir de Spa ou Monza à cause du budget cap. Dans le même temps, ils avaient peut-être la meilleure voiture sur l'ensemble de la saison. Ils ont eu 2 problèmes de fiabilité en tout début de saison, apparemment liés au changement de carburant à Bahreïn. Mais à part ça, on n'a quasiment rien vu. La voiture était très fiable. La voiture était très performante dans toutes les conditions, sur tous les circuits, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve, etc. On a eu un petit moment de fébrilité de Verstappen à Singapour. Mais je crois que sur l'ensemble de la saison, il peut se le permettre vu le niveau de ses performances. On a quand même trouvé un Verstappen qui, quand tout allait pas dans son sens, il était très vite acerbe et très vite critique envers son équipe, un peu comme ce qu'on a dit tout à l'heure sur Hamilton. Je pense à l'Espagne avec le DRS alors qu'à la fin il gagne la course. Je pense aux USA avec le pit stop manqué alors qu'à la fin il gagne la course. Je pense que Verstappen
est un petit peu sur le même profil qu'Alonso, très très bon talent naturel, mais un peu trop soupolette trop souvent et un peu trop diva. Donc ça peut peut-être lui jouer des tours, mais en tout cas, avec la lancée qu'il a, je vois pas comment il peut être arrêté. Et je crois que Abu Dhabi était une parfaite conclusion à sa saison. Il était devant tout le week-end, il a pas du tout fléchi, et derrière, ça s'est battu pour la deuxième place entre Leclerc et Perez. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'en réalité, il a pour moi, trois trous d'air dans la saison. À un moment ou à un autre de la course, c'est la Grande-Bretagne, Singapour et Sao Paulo, mais même pas pendant toute la course, c'est pas forcément de son fait. Son vrai trou d'air, c'est Singapour, il faut le dire. Mais sinon, sur les 19 autres courses, à part ces trois-là, sur les 19 autres courses, il a toujours été dans la lutte pour la victoire, même s'il gagne pas. Donc c'est très très impressionnant sa saison. Enfin, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais pas ce que tu as rajouté, Pierre. Je crois que ce qui est décevant pour lui, mais pour lui à titre personnel, j'ai envie de dire, ce qui fait presque de la peine, c'est que les 2 titres qu'il a eus ont été gagnés dans la confusion. Ça c'est dommage. Il n'a pas de titre propre encore, et ça, je pense que ça doit le peser. Titre propre, si, son titre 2022 est indiscutable, mais la façon, la course à laquelle ça a été attribué et le fait d'avoir le bon nombre de points, effectivement, c'est pas très propre. Et je pense que c'est dommage pour lui. Ce serait bien qu'il mette le dernier couche à un moment. Ça donne encore une fois cette impression de magouille, alors que là, en fait, ils ont rien à se reprocher en plus. Il y avait rien, quoi. Enfin, à part le budget cap. Oui, non, mais bien sûr, mais on joue sur un point de règlement par rapport à un Grand Prix qui a déjà fait polémique, où on entraîne une nouvelle polémique pour avoir absolument le champion 2022 au pays du pseudo-motoriste. Ça fait magouille, d'intérêt, etc. Et c'est surtout au niveau de la communication, ça a été détestable. Perez est en interview, il coupe la chic à Perez pour revenir à Verstappen pour lui dire: ah, en fait, vous savez, vous êtes champion. Même Verstappen, bon, il y a eu une seconde où ah, quoi? Ouais, puis personne ne savait trop, effectivement. Oui, bon, ok, c'est formidable. Moi, je vous êtes sûr que vous n'êtes pas trompé quand même. Voilà, non, mais je suis pas assez vieux pour l'avoir vécu. Je sais pas si en France à ce moment-là c'était retransmis, j'ai quand même de gros doutes. Mais que en Angleterre, je crois. Je sais à quoi tu fais référence. Que en Angleterre par la BBC, il me semble. Voilà, mais moi ça m'a fait penser au Grand Prix du Japon à Fuji en 76, quoi. Exactement. Où grosso modo personne savait gérer. Au niveau de la direction de course, c'était exécrable et c'était lamentable. Et avec des panotages décalés de je ne sais combien de tours, des conditions exécrables pour piloter, mais bon, ça après. Et Hunt arrive à la fin sans savoir qu'il est champion. Voilà, tu arrives à la fin et le gars ne sait pas s'il est champion, oui ou non. C'est ça. Non, il n'y a que la BBC, il me semble, qui a rediffusé ça à l'international. Sauf que les gammes, il y a quand même 50 ans qui s'est passé, quoi. Donc, oui, on n'a pas tout à fait les mêmes moyens qu'à l'époque. Voilà. Non, après, à part les deux... Alors, on a parlé des 2 défaillances techniques en course. À noter quand même que Verstappen a été gêné à plusieurs reprises en qualif sur des problèmes de fiabilité. Il avait des mini coupures moteurs. Souvent, il hurlait à la radio: j'ai pas de puissance. Alors, est-ce que ça venait? Est-ce que c'était du bluff? Est-ce que c'était un problème de cartographie? Est-ce que c'était un problème mineur? Pour moi, j'ai pas eu ce sentiment. J'ai l'impression quand ils avaient des problèmes, ils avaient vraiment des problèmes qu'ils arrivaient à résoudre en général le dimanche. Oui. Ils avaient vraiment des problèmes. Par contre, ça revient à ce que je disais, c'est que Verstappen, dès que ça va pas, dès qu'il y a un grain de sable, c'est la grosse pleureuse et on n'est plus du tout en équipe. C'est vous faites de la merde alors que moi je suis tout beau, tout gentil, tout parfait. C'est ça. Maintenant, moi je trouve qu'il a sorti une super saison. Il était au-dessus du lot toute la saison. Non, mais de très beaux dépassements. Pas de manœuvre où c'était discutable. Alors, une défense rugueuse, mais bon, ça, on a l'habitude. Mais pas une défense où je veux à tout prix aller au contact. Bah si. À une occasion. Au Brésil avec Hamilton. Au Brésil contre Hamilton. Et je pense que le problème dans la tête de Verstappen, c'est Hamilton. Parce que contre Leclerc, contre Leclerc, il y a eu un tas de batailles à Bahreïn, en Arabie Saoudite, en Autriche,
pour ne prendre que Ça, celles-là qui ont été sublimes et qui se sont très très Ça- bien passées, ça a été avec rude, beaucoup mais de ça s'est bien déplacements entre passé. les deux, et il y a eu Avec aucune Russell, touchette. Avec mais Russell, parce ça qu'il- c'est bien. Et avec Ça s'est bien Hamilton, passé avec aussi. Hamilton, le premier déplacement, ça touche. Et on l'a tous vu venir. On l'a tous Mais, vu pas- venir. mais pour moi, il y a deux raisons à ça. La première, c'est que Hamilton a déjà des titres, contrairement à vous citer Russell et Leclerc. Et donc Russell et Leclerc ont toujours peur de gâcher leur chance et de gâcher leurs points dans des accrochages. Là où Verstappen avait justement cette force-là lorsqu'il n'était pas encore sacré l'an dernier. Ouais, d'où mais s'en j'ai pas trouvé que cette année, Verstappen, face à Russell et Leclerc, se mettait dans des situations qui provoquaient l'accrochage. Ah oui, bien sûr, mais Contrairement à contre Hamilton. cette année. c'est là où j'en arrive à ma deuxième chose, c'est que je pense que Verstappen sait très bien ce qui se passe l'an dernier si Latifi n'abandonne pas, et qui sait très bien le niveau qu'a Hamilton et à quel point il n'est pas encore le loup dominant de la F1, même si c'est lui qui a la meilleure voiture et qu'il est, pour moi, Juti- et qu'il est en tête. Et je me dis que c'est une manière d'asseoir sa domination sur peut-être le seul pilote qui craint encore dans le paddock, alors que sur les autres, ça il a se déjà l'ascendant psychologique. Ça se tient. Ça se tient. Maintenant sur ce qui s'est passé à Sao Paulo, je trouve qu'Hamilton ouvre pas trop la trajectoire. Mais d'un autre côté, Verstappen tente à l'entrée des S par l'extérieur, donc il emmène énormément de vitesse. Et est-ce que du coup, en élargissant, il n'a pas chopé un peu de marble? Même si on était en Voilà. début de course, il y en avait peut-être un Ouais, petit je peu. sais pas. C'est la même situation qu'avec Oui. Ocon en 2018, Oui. à part qu'il y en avait un qui était à un tour à l'époque, mais par ça, c'est la même situation avec les rôles inversés. La dernière fois, tout le monde disait ouais, bah, c'est pas la faute de Verstappen, c'est celle d'Ocon. Là maintenant, c'est le contraire. Bon, c'est des faits de course, il faut pas s'attarder dessus, Oui. je pense. Mais il y a quand même un ascendant psychologique, comme tu le disais, Clément. Il y a une Oui. fébrilité face à Hamilton, Il sait, psychologiquement. il sait qu'à voiture égale, il peut se faire manger par lui, alors qu'à voiture égale, il peut manger les autres psychologiquement. Et c'est Ouais. là pour l'instant la C'est seule possible. différence. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de revoir Mercedes au top l'an prochain, pour voir ce qu'un Verstappen, après 2 titres, qui se dit désormais détendu, mais il se le disait après un titre, et on a vu sur cette action que c'est pas totalement le cas, ce qui ferait. Ouais, mais bon, il y a quand même Ouais. fallu 20 Grands Prix pour en arriver là, quoi. Oui. Ouais, Donc, mais 20 Grand Prix avec un mec qui était déjà sacré une deuxième fois et face à un pilote Ouais, qui c'est était vrai. 6ème du classement, tu vois. Donc, Ouais, c'est vrai. de quoi t'as peur? Après, De quoi t'as peur, mon grand? après, J'ai juste après, peur ce- qu'on va pas se le bouffer pendant des années derrière. Ouais. Ah bah, par contre, Si on ça, revit une Hamilton ou une Vettel, voilà. c'est autre chose dont on peut parler, mais la seule différence avec Hamilton et Vettel, c'est que Vettel, il y a eu ce changement de réglementation qui a coupé court. Hamilton, il y a eu ce changement de réglementation qui pour l'instant coupe court. Là, on est parti sur une réglementation qui est ce que veut la F1 sur les, je sais pas, 10-15 prochaines années. Et au vu de la stratégie actuelle de la Scuderia Ferrari, pour moi, l'espoir sur les 10 prochaines années, c'est George Russell et Mercedes pour venir contrecarrer ça. Ou alors Ferrari se remet la tête à l'endroit et là, ça serait magnifique. Mais sinon, oui, on peut assister au début de quelque chose. On a connu 5 titres de suite avec Schumacher. À voir. Ça peut faire beaucoup dans la besace de Verstappen, surtout avec des sons comme ça. Ça peut être très vite. Si on change pas un truc, là typiquement on est dans la situation comme fin 2011 avec l'ami Vettel, sauf qu'en 2012 on avait eu un changement au niveau des échappements et ce qui nous avait donné une saison incroyable, un changement au niveau des échappements et des composants pneumatiques. Là on n'a aucun des deux, donc on est complètement dans la continuité et on peut avoir 2023 comme 2022, à mon avis. On n'a quasiment Ouais. pas parlé de Pérez. Il était, selon moi, presque au niveau de Verstappen sur le premier tiers de la saison. Ouais. Et c'est après que ça s'est gâté. Il fait une très belle course à Singapour, mais pour moi, entre sa victoire à Monaco et Singapour, Tout à fait. j'ai pas souvenir qu'on l'ait vraiment vu étincelant. Après c'est dommage. après Monaco, il est qu'à 15 points de. C'est ça. Le top 3 est en 15 points. Hein. Absolument. Avec Verstappen Et, premier, Perez troisième et Leclerc au milieu, Ouais. ça reste hyper ouvert. Et à ce Bien moment-là, sûr. on s'est dit, est-ce que Perez va pas aller croquer Leclerc? Ce qui a tenu jusqu'en fin de saison quasiment. Et peut-être Verstappen. Et peut-être Verstappen, ouais. Maintenant, Red Bull a avoué qu'il y avait eu des évolutions qui avaient été apportées, je crois, après Monaco ou l'Azerbaïdjan, et que les évolutions avaient été plutôt favorables à Verstappen plutôt qu'à Perez.
Ouais, c'est ce qui avait l'air de se dire, c'est qu'en début de saison, la voiture était un petit peu plus pataude et donc un peu plus dans le style de Pérez. Et une Ouais. fois que la voiture est devenue un peu plus nerveuse, aussi pour répondre au style de Verstappen, c'est là où on a vu Verstappen s'envoler littéralement avec les performances qu'on a vues par exemple en Hongrie, en Belgique ou aux Pays-Bas. Donc, bon. Après, j'ai trouvé la communication de Red Bull très maladroite vis-à-vis du Mexicain. Euh, j'ai pas trouvé Verstappen très sport non plus vis-à-vis de Perez. Tu veux Euh, parler du Brésil? je sais pas si on peut vraiment en parler. Maintenant, pour moi, la communication de Red Bull était maladroite. C'est-à-dire Ouais. demander à un gars qui est double champion du monde, qui a entre 5 et 6 secondes d'avance sur son coéquipier, juste pour faire entre guillemets le jeu d'équipe, alors qu'on sait que chez Red Bull, il n'y a pas de jeu d'équipe. C'est t'as un numéro 1, t'as un numéro 2, les deux essayent de scorer et chacun fait sa sauce à la fin pour espérer choper le championnat constructeur. Euh, pour moi, c'était une Ah, on peut illusion. peut-être rappeler le titre du podcast et d'où ça vient. Je crois que c'est Oui, l'exemple voilà. oui, parfait. oui, non, non, voilà. Il n'y a pas besoin d'aller beaucoup Mais, plus loin. Ouais, c'est ça. Non, mais ben, après, par contre, Pierre, il y avait quand même un truc, c'est que Red Bull n'a jamais fini 1 et 2 au championnat, et c'était l'occasion de le faire. Je oui, pense que, oui, je pense que Verstappen aurait pu s'y plier, et ça mettait complètement Red Bull en avant, et c'était positif pour tout le monde, quoi. Tout le monde y gagnait. Alors que là, finalement, tout le monde y a perdu, puisque Verstappen est passé pour un sale gosse qui n'écoute rien. L'équipe est passée pour une équipe qui n'arrive pas à se faire entendre auprès de son pilote numéro 1, et Perez a perdu la deuxième place au championnat. Donc il n'y avait vraiment rien de positif à en tirer. et il a bien compris que lui pouvait épauler Verstappen, mais qu'à l'inverse, ça fonctionnait pas. Exactement. Donc Exactement. là où il a quand même pas mal épaulé en 2021 et un peu aussi en 2022, là où des fois Verstappen était un peu dans la sauce, euh, Perez a su répondre présent. Euh, C'était peut-être pas la meilleure stratégie, je trouve. Et je Rendez-vous au trouve, premier freinage de Bahreïn c'est ça. Oui, c'est surtout 2023. ça. On verra à ce moment-là. Enfin, je parlais aussi de communication maladroite, c'est-à-dire Marco qui a fait plusieurs allusions sur les perfs un peu décevantes de Pérez, où il disait on va peut-être commencer à regarder pour un autre pilote peut-être pour le remplacer. Je trouve que c'était très très maladroit. Ouais, mais C'était ça chez très Red Bull, c'est standard. On l'a non mais toujours eu. On l'a toujours non eu. mais c'est standard, ça peut l'être si le pilote ne fait pas forcément le boulot. Là pour moi, Pérez, il faisait parfaitement le boulot. À partir du moment où tu introduis des évos où tu sais que ça va plus aller dans le sens d'un pilote et desservir un autre, tu peux pas demander au deuxième d'être constamment second. C'est pas possible, aussi bonne soit ta voiture. Ouais. Enfin, enfin, on est quand même sur des machines qui sont quand même très complexes à comprendre. Donc, Ouais, mais on parle aussi pour- des meilleurs pilotes du monde. oui, bien sûr, mais euh, on sait que chez Red Bull, on l'a rappelé, le fer de lance c'est Verstappen. Red Bull va d'abord servir les intérêts de Verstappen et s'intéresser à 3 courses de la fin aux intérêts peut-être de Pérez. Et encore, même ça ils sont pas foutus de le faire correctement. Euh, reprenez-moi si je me trompe. Il me semble que Red Bull détient quand même le meilleur pit stop de l'année, je crois. C'est bien possible. Ils C'est ont été, en possible, tout ouais. cas en moyenne, ils sont devant, ça c'est sûr. Donc une bonne exécution et pour moi Verstappen livre l'une de ses meilleures saisons. Encore une fois, servi avec un très bon matériel, mais aussi avec une intelligence de course qui commence à se former quand il n'y a pas un certain Lewis Hamilton sur sa route où il y a toutes les chances que ça finisse mal. C'est ça. Voilà, donc à voir en 2023 si les deux se recroisent, ce que ça donnera. Red Bull détient une carte très importante, je tiens à le souligner. La carte s'appelle Anna Schmidt, qui Effectivement, staffe, niveau qui stratégie, staffe ils ont été dans une autre toute la dimension. stratégie. Et là, sur ce point, bon, ils sont clairement au-dessus de Ferrari, mais ça, on l'avait bien compris. Pour Mais équilibrer les chances, un échange entre Anna Smith et Inaki Rueda, ce serait une bonne idée. oui,
pour remettre Oui. un peu de piment dans le sport. Ça Je vois serait- pas mieux. Merci ça médias serait- si vous nous écoutez. ça serait bien, en effet. Et clairement, on a vu on avait parlé de Mercedes qui avait fait une bonne saison. Oui, ils ont fait des paris stratégiques qui étaient intéressants, mais pour moi, Red Bull était clairement au-dessus. Donc à voir si c'est dans la continuité en 2023. Moi, le match à 3, s'il peut réellement avoir lieu, ça serait pour mon plus grand plaisir. On l'annonçait cette année, c'était un coup dans l'eau, on va dire. Bon. Peut-être effectivement 2023 sera plus clément à ce niveau-là. Peut-être qu'on aura 17 victoires de Verstappen. C'est... Mais non, parce qu'on t'a dit qu'ils avaient perdu 10% de développement et que ça allait les pénaliser et qu'ils Bien allaient sûr, perdre oui. 4 secondes au tour. On nous l'a dit. Ça, Bah oui, c'est bien connu. c'est évident. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. Messieurs, je vous remercie d'avoir fait ce grand bilan de cette saison 2022 qui était un poil moins excitante qu'annoncé, on va pas se mentir. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais quand même, une belle réglementation qui a du potentiel. Ça c'est clair, ça juste réduisez les voitures et allégez-les, mais gardez cette philosophie, on est Ouais. content. Mm, mm. C'est ce qu'on veut. Eh bien, écoutez messieurs, n'hésitez pas, chers abonnés, à commenter cette vidéo, à nous donner votre bilan de 2022 et à activer les notifications pour les vidéos live et les podcasts comme ça en 2023. Messieurs, je vous souhaite des belles fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si on se reverra d'ici les fêtes, peut-être pas. Donc je préfère vous souhaiter des belles fêtes et on se dit à très bientôt sur Multi 21. Salut. Merci Bah, à tous, à bientôt, bonne fête. Au revoir. De très belles fêtes de fin d'année et puis à très bientôt. Rendez-vous en 2023. Salut à tous.